Eh bien, bonsoir à tous pour ce 20e webinaire de la communauté Se Nourrir Demain. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sabine et Hélène. Et Sabine va nous parler du Planet Score. J'en dis pas plus et je lui laisse la parole directement, sans plus attendre. Bonsoir à tous, merci Marc, ravie de vous retrouver ce soir. Je vais faire le partage d'écran, donc dites-moi si ça fonctionne. Il Alors, faut que attends. j'ai la capacité à le faire. Oui, juste le temps de nommer co-hôte. Voilà. Et comme tout le monde s'est présenté avant et que Marc m'avait demandé, ainsi qu'à Hélène, qu'on se présente brièvement pour voir d'où on parle. Donc pour ce qui me concerne, Sabine Bonneau, je préside une entreprise à mission qui s'appelle Planet Score. Et je suis également très active au sein d'un institut technique, un des 18 instituts techniques agricoles et agroalimentaires agréés par le ministère de l'Agriculture en France, notamment sur les enjeux d'externalité, d'évaluation des externalités des agricultures et des systèmes agroalimentaires. Voilà pour moi. Hélène, je te laisse te présenter pendant que je télécharge que je mets la présentation à l'écran. Ah oui, j'ai oublié de dire, avant de travailler là-dessus, j'ai travaillé dans l'agroalimentaire, donc dans le secteur privé, et puis avant ça, dans l'agrochimie. C'est quel institut technique L'ITAB. quand tu parles? Donc l'ITAB, c'est l'ITAB, d'accord, c'est ce que l'institut je pensais, dont la d'accord. Ok, mission, dont la d'accord. mission est. Alors au départ, il y a une quarantaine d'années, il a été créé pour développer l'agriculture biologique. Et dorénavant, sa mission, et pour info, c'est sa mission telle qu'elle est confiée par l'État et inscrite dans son programme pluriannuel, dans le contrat d'objectifs, c'est d'accompagner la transition écologique de l'agriculture et de l'alimentation. Donc la totalité des formes d'agriculture, et on travaille au moins autant sur le continuum que pour l'agriculture biologique. D'accord. Okay. Et moi, j'ai rejoint le Planet Score pour prendre en charge les aspects études consommateurs et donc en particulier créer cette étiquette qu'on commence à voir sur les packs et qu'on va voir bientôt à l'écran, dont l'objectif est à la fois d'informer les consommateurs de la valeur environnementale des produits pour qu'ils puissent justement avoir des démarches une consommation plus responsable, et de valoriser des démarches de progrès de tous les acteurs du secteur agroalimentaire, de manière à pouvoir mettre en valeur ceux qui font de bien et leur démarche de progrès. Merci beaucoup Hélène. Et c'est vrai que Marc nous a demandé quelle était la plus-value d'un étiquetage comme le Planet Score. C'est précisément d'arriver à montrer avec de la nuance les démarches de progrès, de ne pas avoir des choses qui soient binaires. En clair, bio c'est bien, pas bio c'est pas bien. Donc on a essayé d'élaborer un référentiel qui permet de faire de la gradation sur le marché et de montrer ces trajectoires de progrès qui sont engagées par beaucoup d'entreprises. À défaut de quoi, les référentiels qui existaient sur le marché avant qu'on se lance il y a 2 ans sont des référentiels qui concrètement vont vous dire que globalement, le chocolat, le café et la viande, c'est très très mauvais pour l'environnement, et tout le reste est à peu près bien, ce qui ne fait pas une traction écologique extraordinaire sur le marché. Et le fromage, qui apparemment n'est pas il est bon avec les scores. intermédiaire. Le fromage, il est intermédiaire. En fait, dans les métriques à partir desquelles on a travaillé et qu'on a quand même fortement amélioré et complété, la plupart des fromages sont mauvais. Je vais vous montrer 2-3 exemples. Et d'ailleurs, plus les ruminants sont des petits ruminants et plus les notes étaient mauvaises. C'est-à-dire que pour du fromage de chèvre ou de brebis, quels que soient les systèmes de production, c'était très mauvais. C'était en E concrètement. Voilà, en E sur 5 lettres. Le E étant le pire. Ça, c'est pas le Planet Score. Hein. Ça, c'est Planet Score. C'est pourquoi moi je vous dis d'où on partait et vous verrez où on est arrivé. C'est en effet fort différent. Marc nous a laissé un temps assez court, donc je vous incite vraiment à ne pas hésiter à poser des questions pendant le déroulé. Hein, mais s'il y a des questions ensuite, on est vraiment très très ouvert à la discussion. Donc le sens de l'action, pourquoi est-ce qu'on fait ça? De mon côté, avec le parcours que je vous ai décrit, je suis clairement très très motivée pour qu'il y ait une véritable transition écologique sur le terrain. Également, je suis très proche du terrain, je suis moi-même productrice d'ailleurs.
Et je sais les efforts qu'on doit faire aujourd'hui, à la fois pour améliorer la situation au niveau environnemental, mais également pour s'adapter à tout un tas de contraintes. Voilà, on est obligé de s'adapter notamment aux enjeux climatiques aujourd'hui, qui sont des sujets très, très compliqués en agriculture. Et donc, l'enjeu, c'est comment est-ce que dans notre secteur de l'agroalimentaire, on arrive à faire mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Juste pour vous donner le cadre conceptuel dans lequel on s'est inscrit au démarrage des travaux, voilà ici le cadran des limites planétaires. Donc, limites planétaires, ça c'est un cadre qui est élaboré à l'échelle internationale par une équipe de scientifiques dont nous ne faisons pas partie, mais qui donne un petit peu on va dire, les enjeux clés et la façon dont ils sont ou pas aujourd'hui dans un espace d'opération sûr, c'est-à-dire un endroit où on sait qu'on n'est pas en train de dépasser les capacités de la planète. Et donc, vous le voyez ici, tout ce qui est en orange, plus ou moins foncé, c'est la partie qui est largement dépassée. Et sur un certain nombre de limites planétaires, on est quand même allé très, très loin. La question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous avez une idée de quelle est la contribution de l'agroalimentaire sur ces dépassements de limites planétaires? Le sapin moral, Sabine, vas-y, dis-nous. Ah non, je sape le moral de personne, vous allez voir. Sinon, on ne serait pas là. On n'est vraiment pas là pour saper le moral. Donc, à votre avis? Non, mais moi, je suis inquiet parce que je lis un rapport. J'étais l'autre jour en conférence à Yaoundé sur le réchauffement climatique et on lit que le chocolat, donc le cacao, est le plus gros consommateur en eau des produits agroalimentaires. Moi, je pensais que c'était les bovins, que c'était le maïs, que c'était le coton. Et là, maintenant, on dit que c'est le cacao. C'est des informations qui ne sont pas fondées. On a recherché, ce n'est pas forcément fondé. Donc, on ne sait pas trop, quoi. Donc, je suis toujours un peu circonspect sur les données. Et vous avez tout à fait raison, et c'est également l'entrée qu'on a prise au Mais départ. Mais c'est l'APM, si tu veux, Sabine. Hein. C'est l'APM. L'APM, ça nous apprend à être très critique et très indépendant et nous faire notre propre opinion, tu vois. Vous avez tout à fait raison parce que quand on a démarré ce travail, en fait, on l'a démarré à la demande de la société civile notamment, qui était très préoccupée de voir le type de métriques qui étaient mises sur le marché. Et en effet, typiquement à l'exemple qui vient d'être donné, en fait, les métriques, notamment les métriques d'analyse de cycle de vie, comptent les choses d'une manière assez mécanique et fortement applicable à de l'industrie, la raison pour laquelle la CV a été construite au départ, mais elle n'est absolument pas adaptée à la quantification d'impact de systèmes biologiques. Donc nous, en fait, on est parti d'une posture critique de ce qui vient d'être décrit là, c'est-à-dire par exemple l'usage de l'eau ou l'usage des sols quand on est en train de parler d'agriculture et de systèmes vivants. Quand je dis biologique, c'est bien de systèmes qui sont liés à des mécanismes vivants. Le sol est un organisme biologique, les animaux sont des organismes biologiques, de même que les plantes d'ailleurs. Et en fait, l'analyse de cycle de vie qui vient d'être décrite là, puisque l'empreinte eau, elle est calculée avec ça, pas chez nous, mais voilà, dans les analyses de cycle de vie, ça correspond parfois à pas grand-chose, parce que quand on n'est pas en train d'utiliser de l'eau en période estivale, dans des systèmes hydriques contraints, donc notamment par exemple des bassins hydrographiques en période d'étiage, quand on est en train d'utiliser de l'eau pluviale pour faire pousser un blé par exemple, ou en zone tropicale pour faire pousser des cultures importées telles que celle qui vient d'être décrite, on n'est pas en train forcément de peser au niveau écologique sur les ressources en eau. Et donc ça, c'est un vrai sujet. Alors, je ne pensais pas qu'on allait rentrer dans des choses aussi techniques, mais c'est un vrai sujet à partir duquel on est parti en disant, est-ce que réellement, quand on dit qu'on utilise de l'eau dans ce cadre-là, est-ce que c'est de l'usage de l'eau? Nous, on pense que non. Quand on dit qu'on est en train d'utiliser de la surface avec un usage de prairie permanente, est-ce qu'on est réellement en train d'exploiter de la surface agricole qui peut être consacrée à autre chose, qui est en compétition avec d'autres usages? On pense que pour la plupart des prairies permanentes, la réponse est non également. Donc, en fait, il y a tout un tas d'enjeux de calcul d'empreinte aujourd'hui qui sont mal fondés dans les métriques d'analyse de cycle de vie et sur lesquels, vous allez le voir, on a fait au mieux, mais on a essayé d'avoir des référentiels qui permettent, de corriger les analyses de cycle de vie et de les dépasser largement avec un référentiel vraiment beaucoup plus systémique. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ou en tous les cas, à la préoccupation qui a été posée, mais vous allez voir des illustrations concrètes. Et donc, je vois que tout le monde a botté en touche et personne n'a répondu à la question de quelle est la contribution. 20%. 15%. 20%. OK. Moi, je dis 25. 40. OK.
Les enchères montent, dites donc. Alors, on va s'arrêter là. Il y a Alain qui se fait un requérir à la fin, c'est pas mal. Donc voilà, je vous montre ce cadran avec les petits points noirs qui vont apparaître, c'est la contribution de l'agriculture. Ah oui, quand même. Voilà. Donc en fait, l'agriculture, d'abord c'est la principale source des impacts ou des valeurs environnementales qu'on peut obtenir sur les produits agroalimentaires. Vous allez le voir juste après. C'est plus de 80% de l'impact du produit rendu consommateur. Mais surtout, voilà, vous avez là la représentation de ce que ça pèse sur les enjeux de dépassement et notamment ceux qui sont majeurs aujourd'hui. L'effondrement de la biodiversité. Et la biodiversité, bon, vous le savez, c'est un terme un peu techno pour parler du vivant. On n'est quand même pas très en forme au niveau planétaire là-dessus aujourd'hui. L'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, qui est un terme très techno, mais pour parler des pollutions chimiques. Donc là-dedans, on a les plastiques, les antibiotiques, les pesticides. La perturbation du cycle de l'azote et du phosphore, qui a l'air aussi, enfin en tous les cas, on va dire que pour une bonne partie de la population, c'est des sujets qui sont très éloignés des préoccupations, mais en fait, ce sont des cycles biologiques majeurs sur lesquels on est en dépassement absolument large, on va dire, et sur lesquels l'agriculture a une responsabilité énorme. Le cycle de l'eau également, et sur l'usage des sols également. L'usage des sols, c'est essentiellement les enjeux de déforestation. Et puis sur le changement climatique, vous le voyez, hein, là on est également dépassé, mais la contribution de l'agriculture sur ce sujet est quand même, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais elle est quand même relativement faible, même si chacun doit faire sa part et le système agroalimentaire également. Et une autre caractéristique de l'agroalimentaire sur ce cadran, c'est qu'elle est responsable, mais contrairement à d'autres secteurs, elle est aussi la première victime de cette situation. C'est-à-dire que si on est en train d'extraire des énergies fossiles, même s'il se met à faire 50 degrés, ça sera plus difficile, mais on va continuer à pouvoir extraire du sous-sol. Par contre, pour l'agriculture, s'il se met à faire 50 degrés, ça va devenir très, très difficile de continuer à produire. Donc, on est aussi très, très dépendant. Et idem pour le vivant, hein, pour la biodiversité. En fait, l'agriculture ne peut pas produire sans des mécanismes de régulation qui sont totalement fondés sur le vivant. Une question. C'était combien le score alors? Parce que comme j'ai un téléphone, là, je ne suis pas sur la tablette et je n'ai pas Et entendu. autour de, selon le dépassement de limite, c'est en moyenne entre 60 et 80% de chacune des grandes limites planétaires dépassées. Une question sur le... Il y a un paradoxe là, parce que le cycle du phosphore et de l'azote, donc je suppose c'est les engrais, qui ont un impact très fort sur le changement climatique, puisque et pourtant, c'est l'agriculture plus l'agroalimentaire, ça, c'est bien la somme des deux? Ça, c'est la totalité des secteurs, hein, ce cadran. La totalité des secteurs. Oui, et donc là, c'est l'agriculture, les petits points noirs. L'agriculture. L'agriculture, sans l'agroalimentaire. Oui. D'accord, merci. Et donc, pourtant, l'agriculture, on voit bien en bas, au sud, elle perturbe le cycle du phosphore et de l'azote. Je suppose que c'est à cause des engrais. Oui, alors là, c'est vraiment sur la question des ressources minières et de leur impact ensuite sur, par exemple, l'eutrophisation des masses d'eau, l'eutrophisation du littoral. Ça, ce n'est pas l'enjeu climatique qui est au sud, comme vous dites. Oui, j'entends bien, mais pourquoi est-ce que l'impact est si faible sur le climat alors que les engrais jouent beaucoup sur le climat puisque c'est du gaz? Exactement, les engrais, c'est à peu près 1 litre de gaz, donc d'énergie fossile, souvent du gaz russe pour ce qui est de la France, pour faire 1 kg d'azote de synthèse. Et on est souvent, en tous les cas en grande culture, sur des niveaux de fertilisation de 150, 200 kg azote à l'hectare. Et on a 28 millions d'hectares de SAU rien qu'en France. Donc je vous fais faire le calcul, mais c'est vrai que c'est très consommateur d'énergie. En effet, le protoxyde d'azote et la mobilisation d'énergie fossile par les engrais de synthèse est la première source d'impact climatique de notre secteur agroalimentaire, devant le méthane des ruminants sur lesquels il y a une controverse sur l'ampleur réelle, et loin, loin devant le CO2 qui, lui, ne représente que 10% de l'impact climatique des chaînes agroalimentaires. Donc, c'est essentiellement les chaînes du froid, la surgélation, les process de transformation en usine, etc. Oui. Donc, l'enjeu principal, c'est bien le N2O, mais ce que vous voyez dans le cadran qui est au nord, changement climatique, c'est quelle est la contribution au total du problème climatique par l'agriculture, et c'est autour de 20-25% selon les estimations. Ce n'est pas 80% comme dans les autres cadrans. D'accord, oui, c'est ça. Ouais, il en reste quand même. C'est en relatif. D'accord, ouais, oui, bien sûr, oui. Là, je pense que vous le voyez quand même, c'est les petits points noirs qui sont dans la zone verte. D'accord. Et donc là, c'est juste pour vous montrer un
à l'échelle d'un produit alimentaire rendu au consommateur, en effet, l'agriculture est fort prépondérante, puisque cette partie-là, donc les systèmes de production, à la fois en production végétale et en production d'élevage, représentent en moyenne à peu près 84% de l'impact global du produit rendu au consommateur, rien que sur les bases de données d'analyse de cycle de vie, même si elles sont incomplètes et qu'elles nécessitent des corrections et des compléments. Les compléments sont le plus souvent à l'amont, à part pour les pollutions plastiques des emballages, qui eux aussi sont mal gérés en ACV, donc qui nécessitent aussi des compléments. Mais globalement, on est à plus de 80%, 80-90% des impacts rendus consommateurs qui sont liés en fait à ce que les consommateurs ne connaissent pas, ou la plupart d'entre nous ne connaissent pas, parce qu'on est devenu très distant de l'acte de production, très distant de la réalité de ce que c'est que produire en agriculture et en élevage. Donc, en fait, la vertu de l'affichage environnemental, c'est aussi ça, c'est de nous reconnecter avec ces enjeux-là et avec la réalité des systèmes de production, en fait. Donc là, vous voyez quelques Peux-tu exemples. nous redire ACV, pardon pour les nuls, ACV, c'est quoi? Oui. Analyse de cycle de vie, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, Ouais, mais alors, qui est une... D'accord. Non, allez-y, je vous en prie. Ah non, c'est bon, c'est bon pour Donc, moi. ça veut dire Analyse. que 84% des impacts des analyses de cycle de vie le sont à l'échelle des fermes, c'est-à-dire, le restant, c'est quoi là? Alors, en fait, ça veut dire que quand vous consommez un jambon Ouais. que vous achetez au supermarché, Ouais. 84% de l'impact environnemental de ce jambon, il s'est passé sur la ferme avant que le cochon ne soit transporté, abattu, paré, emballé, transformé, cuit, nitrité, etc. D'accord. En fait, ça veut dire que Non, mais vas-y. en moyenne, il y a 16% qui se déroulent après la porte de la ferme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire sur cette phase-là aussi. Bien sûr, c'est important de limiter les transports, de fermer les frigos, d'éteindre la lumière, de limiter l'énergie dans les process de transformation. Mais ce n'est pas là qu'on a un saut quantique à faire en termes d'amélioration environnementale. Ah, ça, c'est très intéressant comme chiffre, quand même. Ouais. Et en quoi de dire tout ça, ça va réconcilier le consommateur avec l'infection là? Je n'ai pas compris la question, c'était tout haché. Désolée. Oui, donc en quoi ce qu'on dit que la part dans le produit fini, l'agriculture, c'est 84% de l'empreinte de la CV. En quoi, vous disiez tout à l'heure, ça va réconcilier, enfin les gens ils sont distants par rapport au mode de production. Alors, je ne sais pas si j'ai utilisé le terme réconcilier. Consommateur avec Non. la production. Alors, c'est précisément l'objectif. Je n'ai pas dit réconcilier, j'ai dit montrer en transparence les démarches de progrès qui sont accomplies par un paquet de producteurs aujourd'hui et de filières. Et on a des exemples très concrets. On travaille aujourd'hui avec plus de 300 marques dans 12 pays européens. Et je peux vous dire qu'on a beaucoup, beaucoup d'entreprises, de filières, de cahiers des charges qui ont des démarches de progrès très engagées déjà aujourd'hui et où ça se voit sur l'étiquette. De toute façon, l'affichage environnemental, son objectif, on va passer après sur la partie réglementaire, son objectif, et c'est un objectif d'État, c'est un objectif gouvernemental, de mettre certains systèmes de production et certaines filières sous pression. Donc là-dessus, voilà, il y a un objectif qui est très clair pour améliorer la situation environnementale. Le statu quo est quand même difficilement envisageable, compte tenu des constats qu'on vient de partager. Maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on améliore les systèmes de production et surtout, comment est-ce qu'on rend ça visible au consommateur, puisqu'aujourd'hui, le consommateur ne voit pas la différence en général, en linéaire, entre des produits sur lesquels il y a des démarches engagées et d'autres non. Et comment est-ce qu'on fait des outils d'information consommateur qui permettent de rendre grâce, en fait, de rendre visibles les démarches qui sont faites à l'amont. Et aujourd'hui, les producteurs, on est clair, sont quand même le maillon qui a été le moins bien servi en termes de valeur ajoutée dans, on va dire, le développement des chaînes plus ou moins longues et plus ou moins opaques ou transparentes de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, quand vous payez 1 euro en caisse, il y en a 6 centimes pour les producteurs, donc c'est quand même pas grand-chose. Nous, on estime qu'on ne fera pas la transition écologique de ce secteur-là, qui est un secteur clé pour l'avenir de l'environnement. On ne fera pas la transition sans les producteurs. Et donc sans valoriser les efforts des producteurs. À raconter, mais bon.
pour moi, aujourd'hui, on est dans des gens qui ont la capacité de faire du lobbying, c'est les industriels. Et quelque part, si on continue comme ça, bientôt, les producteurs dont vous dites, avec une certaine compassion, ils sont rémunérés que 6%, je ne sais pas combien, là, etc. En clair, bientôt, il n'y en aura plus, quoi. Ils ne seront plus là, quoi. Et quelque part, je me demande si ce n'est pas du lobbying d'industriels pour faire des moyens de production autrement, dans des tours, dans des systèmes où on pourrait dire ben, on a une ACV qui est meilleure, quoi. Hein, on fait de la salade dans des tubes qui ne consomment que ce qu'elles ont besoin d'eau, etc., etc. Je pense qu'on est en train de sacrifier ce qui nous restait, hein, dont l'agriculture. Hein. Et je ne suis pas sûr que ça nous Alors, réconcilie. Enfin, pour moi, c'est ben, mon en point de fait, vue, hein, le sentiment que j'ai. Ouais. non, pour l'instant, vous n'avez rien vu. Donc, je pense que ça vaut la peine qu'on continue à partager. On était, nous aussi, très préoccupés quand on a découvert les métriques au démarrage il y a 3 ans, de, par exemple, ce qui était dit sur un certain nombre de systèmes, comme vous l'avez évoqué, hein, extrêmement artificialisés. Par exemple, alors, je n'avais pas prévu de vous montrer ces diapos, mais quand vous parlez de démographie agricole, bah, aujourd'hui, plus on intensifie la production, plus on baisse les coûts, moins on a de main-d'œuvre, moins on a de producteurs ou de salariés sur les fermes. Hein. Et ça, c'est une vraie préoccupation. Ce mouvement démographique, il est enclenché depuis plusieurs décennies déjà, et malheureusement, il ne décélère pas dans la décroissance du nombre d'agriculteurs, donc c'est très préoccupant. Maintenant, quand vous dites il y a des systèmes qui risquent de disparaître, ben nous, ce qu'on a vu, c'est en effet, plus les systèmes sont intensifs en analyse de cycle de vie, mieux ils sont notés. Donc pour nous, ça, c'était un constat vraiment très, très étonnant avec lequel, vous le verrez, on n'est pas d'accord. Et la deuxième chose, c'est que ça jetait l'opprobre sur notamment les systèmes ruminants, donc vaches, moutons, machin, et d'autant plus qu'ils étaient herbagés. Ouais, ouais, ouais. Bah, désolé, si vous le voulez, je vous les montre parce que ça, je les avais mis en annexe. Mais ce sont des choses qui sont absolument fascinantes en analyse de cycle de vie. C'est pour ça qu'on est parti d'une posture critique, qui est celle que vous exprimez là, qui est de dire attention, si on fait ça, ça veut dire qu'on est en train de mettre en place un outil qui est pas qu'un outil d'information consommateur. C'est un outil en fait de politique publique. Parce que ça veut dire un outil de politique agricole, un outil de politique d'orientation alimentaire et un outil d'aménagement des territoires. Et donc, pour nous, c'était particulièrement grave. C'est pour ça qu'on s'est saisi du sujet. Attendez, je voudrais qu'on Sabine, s'arrête une seconde parce que c'est tellement passionnant et c'est tellement riche. Marc, l'enregistrement, on y aura droit là parce que là, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, Oui. t'inquiète pas, Jean-Michel, c'est bon, c'est Oui, c'est enregistré, du lourd. pas de C'est du souci. là, lourd. c'est l'effet Sabine. Et encore. Ce que je vous propose, c'est Marc, tu vas te prévenir, hein. que Sabine puisse dérouler quelques slides parce que je pense Oui, qu'effectivement, oui, justement, c'est mais super après, il faut qu'on intéressant. puisse y revenir tranquillement, quoi. Hein. Voilà, bien sûr. Alors, ce que je Avec vous tout propose, ce que Sabine dit. ouais, je suis quasiment sûre d'avoir ces diapos en annexe. Laissez-moi juste vérifier que je ne devrais pas changer de diaporama parce que je pense qu'il faut vraiment que je vous montre la façon dont les métriques d'ACV pour que vous compreniez d'où on partait. D'accord? Oui, mais Donc, Sabine, je pense qu'il faut que tu fasses peut-être un petit retour en arrière sur qu'est-ce que c'est les ACV. Pourquoi c'est important cette méthode? Les ACV, c'est une méthode de calcul de la valeur environnementale des produits qui en fait aujourd'hui était prédominante et c'est en raison des résultats des ACV qu'on a lancé le Planet Score en fait. C'est parce qu'on arrivait à des résultats qui étaient incohérents. Donc peut-être faire un petit contexte sur pourquoi l'ACV c'est important aujourd'hui, comment elle est utilisée et comment du coup on a essayé de la... alors, pour tous ceux qui voudront creuser, on a fait une conférence de presse à l'Assemblée nationale le 22 juin. Je vais quand même répondre à ta question, Hélène, bien sûr, mais voilà, où on a en détail notamment un collectif de scientifiques de la recherche publique qui est venu exposer d'où vient l'ACV, pourquoi l'ACV est très incomplet et pourquoi l'outil dont on va parler ce soir fait bien mieux le cut sur le marché agroalimentaire. Donc, l'ACV, en fait, c'est un outil qui a été conçu au démarrage dans les années 60 par, on va dire, des industriels de l'agroalimentaire qui, à l'époque, voulaient prouver qu'il était bien mieux de mettre des sodas dans une bouteille en plastique que dans des bouteilles en verre consignées et que c'était mieux pour l'environnement. Okay, donc, en fait, le départ de l'analyse de cycle de vie en tant que méthode, c'était ça. Alors, vous le savez, elle a eu d'ailleurs un assez grand succès puisqu'elle a permis de prouver que le plastique était meilleur pour l'environnement, calculé comme il était calculé à l'époque, mais également calculé comme il est encore calculé aujourd'hui. Parce qu'on analyse de cycle de vie aujourd'hui pour les emballages. Le meilleur emballage pour l'environnement, c'est le plastique. Et c'est même le plastique issu de pétrole vierge.
Donc, en fait, on est parti de ce constat-là, que cette métrique, elle avait ensuite été développée pour calculer des impacts qui marchent plus ou moins bien, mais qui marchent plutôt bien sur les matériaux inertes, comme des panneaux solaires, des boulons, des frigos. Par contre, depuis une dizaine d'années, donc cette métrique est assez vieille, hein, eh bien, il y a eu tout un tas de tentatives pour l'adapter au système vivant. Et il se trouve que les constats qui sont faits, et nous ne sommes pas les seuls à les faire, hein, il y a d'autres instituts techniques et instituts de recherche, incluant des équipes de recherche à l'INRA, à l'Institut de l'élevage, dans les instituts techniques agroalimentaires, qui se sont exprimés par voie de publication sur ce sujet pour dire, honnêtement, l'analyse de cycle de vie ne permet pas de refléter les dimensions essentielles, en fait, des systèmes de production vivants. Et Maintenant, une fois que ce constat a été juste, fait, attends, Sabine, juste au-delà des instituts, etc., on a la Commission européenne. j'y arrive après, Hélène. Ah, Oui, en fait, cette métrique-là, elle a été mise sur la table et en effet, elle arrange beaucoup certains industriels. Donc voilà, si on veut être cash, il faut se le dire, il y a des industriels qui sont très heureux avec l'ACV. Le nom de l'ACV au niveau européen, c'est le PEF, empreinte environnementale du produit. Et ce PEF a aussi été instillé au niveau de la Commission européenne dans un groupe de recherche qui a développé des outils, comme en France d'ailleurs, avec eh bien, vous allez le voir, un insuccès certain sur la partie agroalimentaire, textile aussi, hein, dans une certaine mesure. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette méthode-là, qui était quand même, il faut le savoir, posée comme une forme de dogme jusqu'à assez récemment, on a fait du plaidoyer, on n'était pas les seuls, hein, on a fait du plaidoyer en France et au niveau européen, au niveau de la Commission, qu'on a rencontré 5 fois sur la dernière année. On a fait du plaidoyer avec la société civile et avec un certain nombre d'entreprises engagées également. Conférences au Parlement européen, réunions à huis clos, réunions en bilatéral, enfin, on a fait tout un tas de choses. Et la Commission européenne qui a publié une directive qui s'appelle Allégations environnementales, Green Claims, à la fin du mois de mars, a finalement publié, je vais vous la montrer, je vais vous montrer le texte, hein, que vous puissiez aller voir les sources vous-même si vous le souhaitez. un projet de directive, Sabine. Projet de directive, mais qui sera, voilà, qui va être a priori voté quasiment en l'état. Enfin, on va dire les axes essentiels qui nous intéressent ne bougeront pas. Sera voté d'ici la fin de l'année. Et ce projet de directive acte le fait que finalement l'ACV ne fait pas l'affaire, notamment pour 3 secteurs, l'agroalimentaire, la pêche et le textile. Et donc il n'y a pas de méthode unique et qu'il faut avoir des méthodes. Je vais vous donner les critères, hein, mais des critères auxquels heureusement on correspond, parce que c'est ceux pour lesquels on a milité. Donc, on est quand même passé pas loin pour nous, d'une catastrophe en fait environnementale, dans on va dire, un cadrage législatif qui aurait imposé cet outil comme méthode unique pour raisonner la transition écologique des systèmes. J'ai le droit d'avancer d'une diapo ou pas? Oui, 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 oui. Ok, donc pourquoi tout ça c'est important? Pour donner des repères aux citoyens pour consommer de manière plus respectueuse de l'environnement. Attention, nous on n'est pas pour dire que le nudge suffit, c'est-à-dire que le nudge ne se substitue pas à des politiques publiques ambitieuses sur les sujets environnementaux clés. Deuxième chose, pour exercer évidemment une pression sur les entreprises pour améliorer leurs produits, leur offre, et rendre visibles les trajectoires de progrès des producteurs, des filières, des entreprises. Dans un contexte qui est le suivant, je pense que vous connaissez ces éléments, qui est que les consommateurs sont extrêmement défiants, notamment et en premier sur le secteur alimentaire et sur la GMS. Donc, ça veut dire qu'à peu près les 2/3 d'entre eux ne font pas confiance aux marques, aux entreprises pour communiquer de manière honnête et transparente sur leurs engagements et leurs responsabilités. Donc, c'est simplement quelque chose à avoir en tête quand on démarre le travail. Et pourquoi c'est important? Parce que selon les outils qu'on choisit, donc je vous montrerai, il existe 2 outils aujourd'hui vraiment déployés à l'échelle européenne. Un qui est un petit peu en stand-by, qui est celui-ci, qui s'appelle l'EcoScore, qui n'est pas le nôtre. Et le Planet Score, je vais vous montrer la différence. Et que l'EcoScore permet… Juste avant, pardon. Non, sur l'EcoScore, parce que moi je connais l'EcoScore, je ne connaissais pas encore le Planet Score, donc c'est très bien. Mais par exemple en Belgique, Colruyt, qui est un des principaux distributeurs, nous oblige à mettre l'EcoScore. Alors, Colruyt est le seul distributeur à notre connaissance en Europe à continuer à faire du plaidoyer pour l'EcoScore. Incroyable. Très étonnant. Non, mais ce n'est pas une blague, hein. On est tout à fait conscient de ça parce que ce que je vous montre là, c'est sur le site de Colruyt. Vous le voyez d'ailleurs, hein, dans l'adresse. Ils ont d'ailleurs sorti un communiqué de presse avec Danone, qui est aussi une des seules entreprises aujourd'hui
à se prononcer en faveur de l'éco-score. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pareil, ça je l'ai mis en annexe, je n'avais pas prévu qu'on en parle. Non, Parce mais que c'est juste, moi, merci beaucoup, donc j'apprends énormément, d'accord. En fait, vous pouvez aussi dire que ça ne fait pas l'affaire et vous pouvez expliquer pourquoi en leur envoyant la conférence de presse, puisqu'il y a une captation de cette conférence de presse qui a fait salle comble hein, et qui a permis aussi une expression des parlementaires de manière transpartisane pour dire que le Planet Score et l'articulation avec le dispositif gouvernemental, c'est vraiment la bonne solution. L'éco-score est complètement hors jeu en France. Hein. L'éco-score s'est arrêté depuis plus d'1 an déjà. Moi, j'étais Colruyt, obligé de la Belgique, c'est pour ça que je ne connais pas la France. Donc, c'est bon. Merci. enfin, franchement, Colruyt était très étonnant là-dessus. Je vais vous expliquer. Alors d'abord, je vais vous poser la question avant de vous expliquer pourquoi la danette. Pourquoi la danette est A en éco-score, à votre avis? Donc, l'éco-score va de A à E, donc de vert à rouge. Donc, quand c'est vert, c'est absolument génial pour l'environnement. Parce qu'il n'a pas de suremballage. Non. Parce Alors, qu'on je vous rappelle, hein, l'emballage, c'est un petit bout des 16%. Ah ouais. Donc, ça ne change pas la donne. Mhm. Il faut que vous pensiez système de production. Parce que le lait qui fait la danette, il est… je ne sais pas. Est-ce que les fermes sont extrêmement productives? Une vache fait 12 000 litres par an. Ah, bah là, vous n'êtes en tous les cas pas loin de la logique d'analyse de cycle de vie. Plus la Oui. vache fait de litres de lait, et meilleur est le Tout à fait. Le Et nous, on est résultat. gros Oui, voilà. producteurs laitiers. Hein. Ouais. Et l'éco-score est basé à 80% sur l'ACV. Donc voilà, sans surprise, ce que vous dites est totalement juste. Tout à fait. D'autres idées? Qu'est-ce qu'il y a dans la danette en fait? Je ne sais pas si je l'ai mis juste après. Voilà. Il y a du lait de vache, il y a du sucre de betterave et il y a du cacao. Et donc là, aujourd'hui, quand on est sur un produit comme ça, alors je vous rappelle, donc sucre de betterave, c'est du sucre de betterave européen qui n'a pas de caractéristiques particulières. Donc ça veut dire a priori du sucre qui utilise en moyenne 16 traitements par an, dont jusqu'à une date récente des néonicotinoïdes tueurs d'abeilles, mais globalement remplacés aujourd'hui par des insecticides qui ne sont pas meilleurs pour l'environnement ou pour les pollinisateurs. Donc du lait de vache dont on ne connaît pas trop la ration ni le système d'élevage, et du cacao, qui lui est pareil, hein, a priori dans les datas qui sont accessibles de manière publique, qui n'est pas spécialement tracé, donc qui vient très probablement d'Afrique de l'Ouest dans des systèmes, en tous les cas, là, ça n'est pas qualifié. Donc on ne sait pas pourquoi. Avec le travail des enfants. Pourquoi la danette serait A? Voilà, ceux qui connaissent bien le secteur, notamment les chocolatiers engagés, peuvent vraiment se demander pourquoi la danette est A. Alors je vais vous donner la réponse. On se demande vraiment. Comment? Oui, on se demande vraiment, effectivement. On se demande, enfin, en fait, le truc, c'est que c'est pas seulement de se dire que ça peut être un merveilleux outil de greenwashing, l'affichage environnemental, s'il est fait comme ça. Mais c'est aussi que c'est une source de destruction de valeur. C'est que l'emballage est recyclable à l'infini, non? Non, non, parce qu'en fait, ça n'existe pas. On est même en train de réaliser, je pense que vous l'avez vu, hein, que les emballages plastiques recyclables, c'est une vue de l'esprit, notamment pour l'agroalimentaire. Parce que quand on les recycle, il faut mettre d'autres produits dedans et après, on a des migrants d'emballage qui se retrouvent dans les emballages. J'ai assisté à une conférence à Paris. Mon ex-épouse était directrice de la communication Danone. Waters et nous expliquait que Danone avait énormément travaillé justement sur leur bouteille d'évian et que la bouteille d'évian était recyclable 7 fois. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Voilà, je pense que on va laisser la science avancer. Nous, tout ce qu'on voit sur les plastiques recyclables, c'est que très rapidement, en fait, ça marche plus. La recyclabilité. Alors vas-y, dis-nous. Pour l'agroalimentaire, hein, je ne dis pas qu'on ne peut pas en faire des pulls polaires, hein, mais… Sabine, tu nous laisses en émoi, là, vas-y, dis-nous pourquoi. Non, je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais en fait, quand vous recyclez des emballages… Non, mais pourquoi la danette est A en éco-score? Ah, pourquoi la danette est A? Alors, tout simplement parce que dans sa grande sagesse, ça pareil, désolée, je l'avais mise en annexe parce que je ne pensais pas qu'on allait rentrer dans autant de détails. L'ACV considère, et ça c'est le fruit d'un lobbying d'entreprises et notamment du syndicat européen des produits laitiers, l'EDA, European Dairy Association, qui a réussi à faire en sorte que, en fait, il y ait une allocation des impacts du lait qui soit très très favorable aux produits laits et très très défavorable à la vache et aux veaux laitiers. Alors, si comme moi, vous ne voyez pas trop comment on fait du lait de vache sans vache laitière et sans veau pour provoquer la lactation, bah, vous avez quand même un problème
parce qu'en ACV, le lait est A et la vache et le veau sont E. Ah oui. Voilà. Donc, en fait, quand on est un producteur de produits laitiers, lait sous forme lactique, c'est-à-dire très dilué comme ça, on a vraiment intérêt à plaider pour l'ACV. Mais une fois qu'on a le lait, on peut tuer la vache, c'est vrai, tu as raison. Regarde ce qui est Voilà. bon. Après, c'est bon parce que le sucre de betterave fait des rendements absolument mirobolants. Pour information, dans la base de données d'analyse de cycle de vie, le meilleur produit pour l'environnement, je répète, le meilleur produit pour l'environnement, c'est la betterave sucrière. Waouh. Voilà. Et le pire, c'est pareil, je n'avais pas prévu de vous le montrer, mais je vous le dis, le pire, c'est même pas la vache, c'est l'agneau. Oh là là. Voilà. Donc, j'ai le droit d'avancer d'une diapo. Allez. Parce que là, en fait, on fait le constat de ce qui ne marche pas. Voilà, ce qui ne marche pas, c'est des métriques très fortement basées sur l'ACV, qui permettent le greenwashing, qui vont aussi détruire de la valeur dans des filières engagées. Donc ça, ce n'est pas tellement jouable. Et donc, je vous montre réellement ce que ça donne. Donc ça, c'était sur le Drive, le site de e-commerce de Carrefour. Il faudrait peut-être informer Colruyt, d'ailleurs, que Carrefour a retiré l'éco-score qu'il avait mis sur 30 000 produits pendant 1 an et demi sur son site de e-commerce. Tout a été retiré au mois de mars. Ça a été déclaré publiquement par Carrefour lors d'une grande réunion avec la ministre de l'Environnement et avec à peu près 250 participants, on en faisait partie, en disant que, en gros, ça ne marchait pas. Donc oui, le sucre de betterave est A, ce n'est pas une blague, mais également, comme vous le savez, la pomme de terre est une culture extraordinairement vertueuse pour l'environnement, elle est A également. Le vin, d'ailleurs, quel que soit le type de vin, est B. Je pense que c'est très intéressant pour les consommateurs d'apprendre que le vin est une culture vertueuse pour l'environnement, ce qui est parfaitement orthogonal d'ailleurs avec les politiques, par exemple, de protection des captages d'eau potable. Donc, c'est assez étonnant. Et puis, alors, puisqu'on parlait des produits laitiers, sachez que l'ACV, dans sa grande sagesse, ne qualifie pas les systèmes de production, mais les produits et qu'elle fait, elle devrait ne pas faire de distinction entre le lait du comté et le comté quand il est affiné, mais si. C'est-à-dire que là, on estime qu'il y a un effet de dessiccation et que plus le produit est desséché, entre guillemets, donc tous les produits très fermentés et très déshydratés sont concernés, et bien le comté, bien qu'il soit herbagé, est D. D'accord. Donc ça, oui, c'est un véritable outil de destruction de valeur. Si on veut réellement que les gens se disent, là, si je dois choisir, en plus le comté serait pareil qu'un gouda ou une vache qui rit. D'accord. Et encore, il y a une probabilité pour que la vache qui rit soit meilleure. Donc ça, c'est quand même réellement préoccupant. Pour info, en ACV, c'est pareil pour une tomate. La tomate que vous achetez fraîche sera A, par définition. Et la même tomate, si vous la faites en tomate séchée, elle sera E, parce qu'elle a perdu 90% d'eau, ce qui fait aucun sens, en fait. Alors, je ne veux pas vous donner le vertige, mais idem pour des haricots verts, si on a des systèmes de production très intensifs dans lesquels on n'est pas limité en intrants, comme ce qu'on peut avoir avec les réglementations européennes, elles sont améliorables, mais elles ont quand même un certain nombre de garde-fous. Typiquement, les haricots verts du Kenya, à partir du moment où ils n'arrivent pas en avion, ils vont être meilleurs en ACV sur le marché français que les haricots français. Idem pour la tomate sous serre froide d'Almeria. Elle va arriver bien meilleure que la tomate de plein champ de Marmande. Bon. En ACV. Voilà. Passons au Planet Score, parce que sinon, on va être... Donc, voilà. Non, mais tout ça pour dire que, en fait, Colruyt, il faut simplement leur passer le message que ce qu'ils font, ça n'est juste pas possible parce que ce n'est pas cohérent avec la transition écologique. Et c'est un outil sur lequel, en fait, très, très peu, essentiellement, les lobbying qui plaident actuellement pour l'ACV à l'échelle européenne, c'est l'industrie du lait et, étonnamment, l'industrie de la bière et l'alimentation animale. Voilà, donc la question, c'est si on se disait vraiment tout, ça donne quoi? Donc là, je vous montre 2 types de yaourts. Là, vous avez du yaourt en emballage, entre guillemets, vrac, des gros emballages, issus de fermes herbagères, 100% feed local. Donc, il n'y a pas de céréales importées en dehors du bassin local d'Appro. Donc, évidemment, pas de soja déforestant, etc. Des prairies permanentes. Bref, et puis des vaches heureuses qui passent quand même 8 mois de l'année dehors. Et vous avez à côté des yaourts standards, non tracés, filière lait européenne, pas de précision, avec un peu de sucre. Et vous voyez que les deux sont EcoScore A et que par contre, en Planet Score, vous allez avoir
une traduction, donc un référentiel qui est beaucoup plus large, une traduction très différente, puisque pour le coup, on inclut dans les paramétrages tout ce qui manque aujourd'hui en ACV. Et donc là, on a une réelle segmentation sur le marché. Alors pour info, les yaourts quadruple A sont extrêmement rares. On a trouvé du BABB, du AABA, mais du quadruple A, c'est très rare. Là, c'est vraiment, on a essayé de vous montrer le span. Mais Quadruple, tu parles de quadruple, mais il n'y a que 3 indicateurs, là. Je ne comprends pas. Alors, il y a A, la note globale, Ah, et d'accord. 3 indicateurs en dessous. Ok, d'accord. D'accord. Donc, là, c'est idem sur du poulet. Donc là, vous voyez 3 types de poulets. C'est juste pour vous donner un exemple de… Là, tout ça, ce serait EcoScore C. Hein. Donc, Colruyt, ils sont super contents. Ils ont 3 poulets. Les 3 poulets sont C. Donc, moi, je suis un consommateur. Je ne sais pas trop quoi faire de ça. Eh bien, en Planet Score, vous avez du poulet standard qui, lui, voilà, origine non UE, aucune garantie sur l'origine du feed, des céréales, aucune garantie sur l'origine et la déforestation ou le caractère OGM du soja, des densités élevées en bâtiment, a priori des effets sur l'environnement qui ne sont pas mineurs en termes d'ammoniac, etc. Pas d'accès plein air et des souches à croissance rapide, donc avec un critère mode d'élevage qui est sur ces souches-là nécessairement assez mauvais, puisque ce sont ce qu'on appelle des poulets qui ne tiennent plus vraiment sur leurs pattes en fin de croissance de manière assez générale. Donc, vous avez à côté de ça, par exemple, mais on a une gradation beaucoup plus large. On a scoré des filières qualité pour des distributeurs qui sont très intéressantes en intermédiaire, avec par exemple de l'élevage en batterie intermédiaire. Donc, du poulet plein air, label rouge, mais sans garantie sur l'origine des céréales, donc ils peuvent être importés de n'importe. Pas de garantie sur l'enjeu déforestation pour le soja, mais par contre des parcours extérieurs qui sont déjà assez chouettes et des souches à croissance lente. Donc là, vous voyez, on est déjà Alors, du sur coup, des je comprends cuisses pas qui vont- pourquoi. Je comprends pas pourquoi tu mets B à ce moment-là dans Planet Score sur les pesticides à partir du moment où tu n'as pas de certitude quant à l'origine des céréales. Alors, c'est une super bonne question. Alors, je vois qu'on a Merci. rarement des questions aussi pointues. Là, aujourd'hui, on est en train de se poser la question de renforcer l'exigence du référentiel sur ce qui est importé. Parce que pour l'instant, ce qu'on mobilise comme données, c'est les données standards qu'on a dans les bases de données gouvernementales sur le feed des volailles. Or, on estime quand même à ce stade que quand le feed est français ou européen, on court quand même moins de risques sur les pesticides que quand c'est importé hors zone Europe. Donc, il est tout à fait probable, attendons de voir l'an prochain, puisqu'on ne fait de révision du référentiel qu'une fois par an, mais il est fort probable, si on passe ce cran-là sur les pesticides dans le référentiel, que les pesticides soient en effet moins bons. Après, il faut voir quand même une chose, c'est qu'en label rouge, en moyenne, on a quand même du feed qui est, enfin en tous les cas dans les bases de données d'État, en majorité plutôt de céréales françaises. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas céréales conventionnelles avec des pesticides. Oui, mais on a quand même moins de risques que sur des choses qui sont importées hors Europe, sur les pesticides. Ok. Et le dernier que vous voyez là, qui est le poulet loué, alors eux, ils ont fait, donc c'est la démarche label rouge, mais ils sont allés plus loin. Ils ont du soja qui est certifié sur la déforestation et qui est non seulement certifié, je veux dire, c'est pas du mass balance, hein, ils sont en flux ségrégé. Les céréales sont exclusivement locales. Avec en plus des démarches supplémentaires sur les parcours qui sont arborés, des parcours qui sont en zéro phyto, même hors période de fréquentation par les volailles, etc. Voilà, donc là, on a une gradation. Une fois de plus, on a aussi des poulets orange. Donc là, je ne vous montre pas tout, mais tout n'arrive pas en C. Idem sur… Alors là, on a parlé beaucoup de produits bruts, mais là, pour vous donner un exemple de produits un peu transformés, on va en voir d'autres, sur des pâtes aux œufs qui arrivent en B, en EcoScore. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Toutes ces pâtes-là seraient B. Là aussi, il y a une vraie gradation entre des gens qui font des efforts pour avoir des filières locales, sans pesticides, sans intrants de synthèse, des gens qui sont quand même sur des choses assez vertueuses, puisque là, on est sur des œufs de louer dans les pâtes grand-mère, ou des œufs plein air sur les coquillettes d'Alsace, là, à marque propre Franprix. Et puis après, des tagliatelles qui sont des tagliatelles aux œufs frais, mais les œufs frais, ça garantit absolument pas le système d'élevage. Et en général, quand on est aux œufs frais, par défaut, c'est de l'élevage en cage. On n'a plus du tiers des élevages encore en France en poules pondeuses qui sont sur ces systèmes-là.
et bien sûr sans garantie sur l'enjeu déforestation pour celle-ci et pour celui-là aussi. Donc, vous voyez la façon dont, en fait, en fonction des outils, on introduit ou pas de la segmentation sur le marché. Plat encore plus transformé, une pizza. Là, c'est pareil, une pizza margarita, elle va sortir B en éco-score, ce qui va pas du tout permettre une orientation ni des consommateurs, ni de traction du côté des industriels. Et là, vous voyez, bon, je ne rentre pas dans tous les détails, mais vous pouvez imaginer ce qu'il y a derrière, à la fois sur les productions végétales et le fromage. Galette au beurre, je crois que c'est le dernier exemple, juste pour montrer de la gradation. Là, pareil, entre des galettes qui ont fait beaucoup d'efforts pour s'approvisionner en local, en bio, etc. Et puis des galettes bretonnes, bon, qui sont avec des choses plus, on va dire, sur lesquelles il n'y a pas une transparence suffisante, en tous les cas sur les pratiques, pour aller plus loin. Et puis de l'intermédiaire, Maison Le Goff, là, qui a fait vraiment de très très belles choses, avec des produits qui ne sont pas bio, mais donc un IGP sarrasin de Bretagne qui a un très très joli cahier des charges. Vraiment, on a des choses assez incroyables, hein, sur les territoires en France. Un œuf plein air sans antibiotiques origine Bretagne, du sucre de canne. Donc là, ils sont allés chercher du sucre de canne bio, hein, c'est pas un produit bio, mais pour contribuer à la construction d'une filière locale picarde en betterave sucrière. Du beurre, donc qui est France Bio, puisque ça, c'est dans leur secteur. Et puis, bon, l'emballage, on le note à chaque fois, hein. Mais là, vous voyez que ce n'est pas l'emballage qui fait le cut. Donc, en résumé, et quand on compare les deux outils qui existent aujourd'hui sur le marché à l'échelle européenne, pour nous, c'est vraiment très important de se dire que l'affichage environnemental, ce n'est pas un énième outil marketing. C'est vraiment un outil de transparence et ça doit être vu comme un outil de transparence sincère. Et donc, pour les entreprises, vraiment comme un outil d'amélioration de leur offre et aussi d'amélioration de la valorisation de l'amont, hein. Si le marché agroalimentaire n'avait aucun effort à faire pour améliorer les pratiques au niveau environnemental, en fait, tout ça, ce serait sans objet. On voit qu'il y a quand même une grande marge de manœuvre. Et puis pour nous, les entreprises qui se réfugient derrière des métriques qui sont incomplètes ou défectueuses, comme ce que j'ai pu vous montrer, qui leur permettent clairement, hein, de se dédouaner de certaines responsabilités environnementales qui sont quand même très importantes, peineront à mériter la confiance des consommateurs qui est déjà très entamée, comme on l'a vu au démarrage. Donc voilà, juste pour vous dire d'où on parle, en fait, il y a presque 3 ans maintenant, on s'est fortement ému des outils qui commençaient à être mis sur la table par les pouvoirs publics pour faire de l'affichage environnemental, et notamment ces bases de données d'analyse de cycle de vie qu'on a évoquées. Et donc, on a constitué, de manière assez spontanée, un groupe d'acteurs qui avaient envie d'avancer avec à la fois des exigences, hein, sur ce que c'est réellement que des préoccupations environnementales ou des enjeux environnementaux, un niveau d'expertise aussi, puisque certains sont réellement des experts, hein. Par exemple, sur la déforestation, WWF a réellement une expertise, se fonde sur de la science, des données satellitaires, etc. Génération future sur les pesticides, Noé sur la biodiversité, etc. Et donc, Et Fairtrade sur quoi? Pardon? Alors, Fairtrade, c'est sur toute la partie déforestation et amélioration des pratiques avec les producteurs sur le terrain et notamment en agronomie. Mais sans payer les planteurs, c'est ça le problème. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que le commerce équitable ne rémunère pas les producteurs. On a vu beaucoup de choses là dans les évaluations qu'on a faites, et je peux vous dire qu'on a vu des filières industrielles qui ne sont pas Fairtrade. Sur le cacao, c'est le cas, hein. Sur le cacao, ils ne payent pas du tout les planteurs, quoi. Alors, s'il y a des considérations de ce type-là, moi, je vous incite à ce qu'on fasse des réunions thématiques avec ces acteurs-là. Moi, je ne vais pas répondre à leur place, mais par contre, voilà, on est quand même très, très prudent parce qu'on voit bien que ces démarches-là sont quand même minoritaires sur le marché, qu'elles coûtent plus cher, notamment pour rémunérer l'amont agricole, et que en fait, quand il y a des outils de greenwashing, c'est ceux-là qui sont appropriés le plus massivement par le marché. Donc, si c'était un outil de greenwashing pas cher qui permettait de ne pas rémunérer les producteurs et de continuer à faire comme en 40, ça serait devenu majoritaire sur le marché. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, parlons-en, mais parlons-en avec eux. Moi, je suis tout à fait ouverte à organiser des réunions, mais voilà, moi, j'aime que les gens soient là pour parler des choses. OK.
On travaille, alors là, on n'a mis que quelques-unes, hein, mais ça, vous pouvez le voir en transparence sur notre site internet, qu'on n'a pas mis à jour récemment, mais on était à 215 marques au dernier comptage, on est à plus de 300 aujourd'hui. Ce que je vous ai dit, dans très grande diversité, à la fois des grands industriels, des coopératives importantes, des tout petits faiseurs, des TPE, des PME, des producteurs, hein. On a aussi des producteurs qui se font scorer en Planet Score, dans tout type de filière d'ailleurs. Et là, vous avez les distributeurs avec lesquels on travaille, avec qui on a fait des évaluations. Certains sont plus avancés que d'autres et vous allez le voir, certains ont carrément lancé le Planet Score sur leur site de e-commerce, voire pour certains on-pack. Donc, comme la communication n'est pas encore faite, je ne peux pas vous dire qui, mais ça devrait être communiqué au second semestre. C'est étonnant qu'il n'y ait pas encore Leclerc. C'est une bonne remarque. On attend. D'accord. Leclerc est en effet le seul aujourd'hui qui, pour l'instant, n'a pas encore. Bon, après, il y avait d'autres enjeux à gérer, hein, mais ne s'est pas encore vraiment penché sur le sujet. Okay. Donc, on fait à la fois du B2C, hein, vous l'avez compris, c'est de l'information consommateur. Je vais vous montrer des exemples de passage on-pack, juste quelques-uns, parce que sinon, on pourrait y passer vraiment la soirée. Du B2B, puisqu'on score aussi des coopératives, des producteurs, des fabricants d'ingrédients. Et puis la restauration collective, à la fois la restauration collective privée. Là, on a engagé un travail vraiment très important avec notamment Ninkasi, qui est une chaîne de restaurants, 25 restaurants en région lyonnaise, qui fait vraiment un travail merveilleux, hein, pour avoir un impact positif sur son territoire, sur les filières, également des choses à communiquer à ses clients. Et puis, on vient Ninkasi qui d'engager... fait partie de la PM, que j'ai rencontré à la PM. Yes, Christophe. Qui est très, très engagé dans la démarche Planet Score maintenant et avec qui on a vraiment notamment une formation avec les équipes, hein. Hélène était également intervenante et vraiment une journée absolument merveilleuse justement pour s'approprier les enjeux et comment j'arrive dans ma filière à améliorer les impacts environnementaux. Et puis donc, on commence là un travail également avec la restauration collective publique sur lequel pour l'instant je ne peux pas en dire plus, mais on aura des résultats en fin d'année. Voilà les pays dans lesquels on est présent en termes de sièges sociaux des entreprises. Donc là, je ne parle pas des endroits où on est déjà diffusé on-pack, puisque on-pack, on est dans une trentaine de pays, donc même un petit peu au-delà de l'Europe. Grâce à des entreprises. On-pack, c'est sur emballage. Ah, sur emballage, d'accord. Ok. Ouais. Oui, désolé. Alors bon, je n'aime pas du tout jargonner, donc si jamais il y a des non, mais voilà, c'est tellement, voilà, on est tellement dans ce truc-là que bon. On-pack, ça veut dire que des entreprises françaises ou européennes, hein, ont décidé de passer on-pack et donc le diffusent dans beaucoup, beaucoup de pays. Je vous dis une trentaine, par exemple, pour Tribala, Sojad. Et donc là, ce que vous voyez, les 12 pays qui sont là, ce sont les pays dont l'entreprise a le siège social dans ces pays-là. Donc voilà, plus de 300 entreprises, 20 000 produits qui ont été évalués sur de la base de données précises fournies par les entreprises, c'est-à-dire les recettes, les pourcentages massiques, les démarches de progrès, ou les certifications ou les cahiers des charges appliqués à chacun des ingrédients, etc. Et on a également procédé à un scoring de masse. Alors là, à l'époque, sur cette diapo, c'était écrit trial, mais le trial, il est largement fini. En fait, voilà, on a fait un scoring de masse sur plus de 800 000 produits sur la base des données accessibles publiquement, ce qui nous a permis, vous allez le voir après, hein, de sortir tout récemment sur application mobile avec UFC Que Choisir. Alors, ouais, justement, j'étais en train de penser à l'appli qui est connue, la Yuka, je crois. Alors, Yuka changera sûrement d'avis. Enfin, en tous les cas, on le leur souhaite parce que l'EcoScore est à l'arrêt depuis 1 an. Mais Ouais. Yuka, au départ, avait pris la seule chose qui était sur l'étagère. Nous, c'était plus d'1 an avant qu'on existe, hein, qui était l'EcoScore, en montrant qu'ils avaient envie que quelque chose se passe sur le marché. Ouais. Donc maintenant que cet outil-là est un peu obsolète, ben voilà, comme Leclerc. On attend. Après, Yuka a quand même... on va dire, mérite la confiance. On l'a vu dans les études conso, hein, sur la partie nutrition santé. Par contre, sur l'EcoScore qui est sur leur appli, hein, ça n'a pas fait le job. D'accord. Voilà. Après, il faut aussi être clair sur une chose. Quand on a conçu tous ces outils, on s'est entouré de vraiment beaucoup d'expertise, de chercheurs, de plusieurs instituts techniques, etc., ou de bureaux d'études. Et en fait, il faut vraiment
pour comprendre ce qu'on est en train de faire par rapport à des bases de données d'analyse de cycle de vie qui devaient être largement améliorées, il faut réellement être agronome, en fait, pour faire un outil pertinent. Et on a eu des discussions avec Yuka pour comprendre un petit peu ce qu'ils faisaient avec l'éco-score. En fait, ils ne sont pas du tout agronomes. Alors, ce n'est pas un reproche, c'est bien qu'il y ait de la diversité. Mais en fait, du coup, quand on n'est pas agronome, on ne comprend pas forcément les enjeux clés et comment les retranscrire dans un outil de calcul. Voilà, donc affaire à suivre. Et en tous les cas, quand on a fait ces rebouclages-là, c'est pour ça que je parle aussi pas mal d'agronomie, on a fait un reality check, entre guillemets, qui est de vérifier que quand on fait un outil d'orientation, ça veut dire d'abord qu'il y a une transition à faire, ça veut dire qu'on est au point A, qu'on veut aller au point B, et que le point A n'est pas satisfaisant, et que le point B doit être bien mieux au niveau environnemental. Et quand on dit ça, ça veut dire qu'il faut qu'on déclare quel est son cap et qu'on vérifie que la boussole qu'on a mise en place permet réellement d'aller dans ce sens, première chose. Et deuxième chose, que le point B est un point qui est tenable en termes global, c'est-à-dire est-ce que c'est tenable en termes d'occupation des territoires, de nourriture de la population, de bouclage des cycles géophysiques, parce qu'on est en train de parler de choses qui ont des limites physiques, en fait. La production alimentaire a des limites physiques. Et donc, on a rebouclé avec tout un tas d'études, notamment celle du CNRS, là, que vous voyez en haut à gauche, celle de l'Université de Wageningen, en bas à gauche, évidemment le cadre des limites planétaires, mais également l'étude de l'IDRI, très importante étude de 2018, sur quelle est la prospective pour une Europe agroécologique à l'horizon 2050. Et alors, je les ai mises dans le diaporama, mais on n'est pas obligé d'entrer dans les détails. En tous les cas, de qualifier quel est le point A, quel est le point B, vous voyez, entre gauche et droite, et de se dire à quel compte, en nourrissant une population européenne qui augmente sur des espaces agricoles qui ont tendance à diminuer avec l'artificialisation, donc sans prendre d'hypothèse farfelue ou utopiste, avec un objectif de réduction de gaz à effet de serre, de diminution des impacts sur la nature et notamment de diminution de l'usage des intrants de synthèse, de diminution également pour ces impacts-là de la déforestation importée, diminution qui est assez radicale, vous le voyez ici, et de maintien des exportations, puisqu'on le sait, l'Europe a quand même une vocation à nourrir des bassins de population qui aujourd'hui sont en déficit alimentaire s'ils ne devaient se nourrir qu'avec ce qu'ils peuvent produire sur leur territoire. Par exemple, l'Afrique du Nord sur les céréales, etc. Et donc, ce que vous voyez là, c'est dans cette prospective, on a effectivement l'arrêt complet de la déforestation importée, huile de palme ou soja, la diminution des produits, donc de la consommation et de la production de tout ce qui est produit élevage. Mais si on veut rentrer dans le détail, c'est une réduction qui est plus forte sur les monogastriques, porc et volailles, qui sont très dépendants des grains. Je pense que vous le savez, on a à peu près 2/3 de la surface agricole européenne qui est consacrée à produire des céréales pour nourrir des élevages. Donc surtout porc, volaille et dans une moindre mesure quand même aussi les laitiers. Mais les laitiers sont sur des systèmes aujourd'hui qui sont quand même assez peu herbagés malheureusement pour des ruminants. La production allaitante fait un peu exception quand même. Sur les ruminants, elle est souvent beaucoup plus herbagère. Donc en tous les cas, ça s'accompagne d'une diminution du besoin de faire des rendements et donc d'une diminution des intrants de synthèse avec une réduction, vous le voyez ici en haut, très très forte des gaz à effet de serre, notamment par une réduction radicale des engrais de synthèse. Et pourquoi cette prospective nous intéresse? Alors au-delà du fait qu'elle maintient les exportations, qui sont également un point important pour la balance commerciale, mais c'est également parce que elle reboucle avec les politiques publiques environnementales. Vous le savez certainement, à l'échelle européenne, on a le Green Deal, la stratégie Farm to Fork, la stratégie biodiversité, et ces éléments-là vont dans le sens d'une réduction des intrants de synthèse, réduction de l'usage des pesticides de 50% à horizon 2030, réduction de 25% des engrais azotés de synthèse. Donc voilà, tout se tient en fait, et on voulait vérifier que notre outil n'était pas en train de dire des choses qui ne soient pas convergentes avec les politiques publiques en faveur de l'environnement. Après, sur le maintien des exportations, je fais un petit bémol aussi quand même par rapport à tout ça, c'est que là, vous le voyez, on est sur un arrêt de la déforestation importée, mais ça veut dire aussi une balance commerciale qui est bien meilleure globalement, parce qu'aujourd'hui, l'Europe n'est pas souveraine en termes alimentaires. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous ne le savez pas, on a fait une bibliothèque sur le site internet du Planet Score. Dans cette bibliothèque, il y a une publication, c'est une autre publication de l'IDRI, qui est sur la façon dont l'usage des sols et la production alimentaire aujourd'hui en Europe, incluant tous les flux import et export.
Et en fait, ce que montre cette étude de manière vraiment très brillante, c'est que l'Europe est dépendante, elle ne nourrit pas le monde. L'Europe est dépendante aujourd'hui à 10% de sa ration calorique de la zone hors Europe. Bon, j'avance. Donc voilà, en tous les cas, c'est la raison pour laquelle on a fait un référentiel Elle est autonome à 90%, c'est ça? On est autonome à 90%, mais ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il faut qu'on maintienne le système actuel parce qu'on a une nécessité de nourrir le monde. On ne nourrit pas le monde aujourd'hui. Ouais. C'est simplement ça que je replace dans le contexte. Ce n'est pas soutenable, en fait. Tel que c'est aujourd'hui, on ne se nourrit pas nous-mêmes. Donc, il faut déjà voir quelles sont... dans ces prospectives, on arrive à nourrir la totalité de la population européenne en arrêtant cette dépendance alimentaire et en maintenant les exportations. Donc, référentiel beaucoup plus complet pour le Planet Score, référentiel systémique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, vous m'en excuserez d'avance, mais vu le temps qu'on a, où on utilise les données primaires qui sont dans les bases de données gouvernementales, qui sont des bases de données qui ensuite passent dans des moulinettes d'analyse de cycle de vie. Ça représente une part minoritaire dans la construction de la note. Et on a ensuite un référentiel qui, lui, est beaucoup plus large et qui inclut tout ce qui n'est pas inclus dans l'analyse de cycle de vie. Et de même, alors je ne l'ai pas dit au départ, mais vous voyez qu'on n'utilise que 12 des 16 indicateurs d'analyse de cycle de vie. Pour revenir sur l'un des commentaires qui a été fait en démarrage, typiquement pour nous, l'usage de l'eau en analyse de cycle de vie ne marche pas. De même que l'usage des sols. Donc ce sont des indicateurs qu'on a sortis de l'analyse de cycle de vie et qu'on remet dans le référentiel complet externe, qui ne peuvent pas fonctionner dans ce référentiel ACV. Et donc, vous le voyez, on a à la fois des étiquettes pour des produits strictement végétaux, qui sont les étiquettes de gauche, hein, ce sont des exemples, des étiquettes pour des produits contenant des ingrédients issus de l'élevage. Là, c'est un des points très importants et on est en conformité d'ailleurs avec l'avis, le rapport numéro 90 du Conseil national de l'alimentation, qui est un conseil indépendant qui a été créé par le ministère de l'Agriculture, hein, mais qui siège en toute indépendance. Et ce Conseil national de l'alimentation a publié l'an dernier un rapport qui dit, pour l'étiquetage environnemental, il est très important pour permettre une différenciation intra-catégorie vers des régimes plus durables en termes environnementaux. Il est très important d'indiquer le mode d'élevage. Donc vous le voyez, en fait, on a le mode d'élevage dès qu'il y a plus de 5% de la recette qui contient un ingrédient, au moins un ingrédient mode d'élevage. S'il y en a plusieurs, c'est le premier en masse. Et donc, ça veut dire qu'un chocolat au lait, un petit beurre, une mayonnaise ont un animal mentionné à droite. Et pour nous, ça, c'est un des éléments. Puisque tu parles du chocolat, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Le chocolat a une chance d'être classé comment dans le Planet Score? Je crois que j'ai des exemples après. J'en suis pas tout à fait sûre, mais sinon, je les ai en annexe. Le chocolat, aujourd'hui, alors, on n'a pas forcément scoré tout le marché. Et on est très intéressé d'ailleurs par des contacts avec des démarches engagées en chocolat. Nous, les meilleurs chocolats aujourd'hui arrivent en B, mais B avec des très jolies notes sur Moi, je veux bien pesticides. t'expertiser. Je veux bien être cobaye. Ça m'intéresse. OK, parce que sinon, en fait, je pense que si vous avez vu ce que ça donne en ACV, en fait, le chocolat, il est D, quoi qu'on fasse. Donc, en fait, c'est hyper démotivant. Ouais, bien sûr. Et ça donne pas une image réaliste de la situation, en fait. J'ai failli changer de métier ce soir. Donc, en tous les cas, voilà, pour revenir sur le déploiement, puisque Marc nous avait demandé un petit point là-dessus, ça, ce sont des choses qu'UFC Que Choisir a montré à l'Assemblée nationale donc il y a 10 jours. Lancement sur l'application mobile il y a très peu de temps. En fait, avec deux modalités, soit les entreprises, vous voyez qu'on travaille quand même avec beaucoup de marques déjà, hein, donc qui avaient anticipé et préparé tout ça depuis 2 ans, sur 20 000 produits. Donc, on a des entreprises qui ont donné le goût pour la transparence, et ce sont les étiquettes que vous voyez ici en clair, hein, là ou là, où il n'y a pas de petit voile dessus. Par contre, comme on a fait le scoring sur la base des données disponibles publiquement, donc en faisant quand même un gros travail de nettoyage, celles qui n'ont pas donné de transparence aujourd'hui, on estime que quand on n'a pas d'informations, on se rattache à une catégorie SICAL. Donc, par exemple, un chocolat au lait, ce sera un chocolat dont le cacao est origine world, donc il est déforestant, vu la réalité des flux physiques actuels. Ce sera du sucre de betterave européen, donc avec les caractéristiques de ce sucre-là, et de la poudre de lait, origine Europe, sans démarche particulière.
Et donc, il y a quand même un score qui s'appelle générique de la catégorie du chocolat au lait, qui permet quand même d'avoir un score qui est assez proche des démarches moins disantes, qui évite de faire du greenwashing. Et quand une entreprise décide d'aller plus loin et de faire une démarche vraiment d'évaluation, eh ben, elle peut ensuite avoir une étiquette transparente. Voilà, donc ça, c'est sur 135 000 produits alimentaires. Et il suffit, donc c'est une application qui est gratuite. Et l'appli, elle s'appelle, pardon, Planet Score? Quel produit? Quel Ah, produit? quel Non, non, produit, d'accord. c'est Ok. l'application d'UFC Que Choisir. Ah oui, pardon, ouais, quel produit, ouais. Ok. Donc, en fait, quel produit avait jusqu'à présent une note santé pour les produits alimentaires, qui était basée en partie sur le Nutri-Score et qui incluait les questions également d'additifs. Et donc maintenant, ils ont ajouté une deuxième dimension avec le Planet Score, l'évaluation globale qui est visible en premier niveau et l'étiquette complète. Quand on clique sur le Planet Score, le petit médaillon Planet Score, on a l'étiquette complète que vous voyez là à droite. Ok. Mediaperf également, Mediaperformance, qui est une régie, la première régie Bicorp en France qui a décidé de nous donner un gros coup de pouce également. Donc, pour info, vous l'avez vu, hein, nous, on est une initiative horizontale dite en gros, d'ONG, d'associations de consommateurs et de scientifiques. On n'a pas de budget com. On n'est pas là pour... on n'est pas une entreprise de l'agroalimentaire qui essaye de se faire valoir. Donc, on est preneur de tous les coups de main. Et donc, Média Performance a décidé de nous offrir 3 semaines de campagne d'information en GMS. Donc, ça a commencé au mois de juin, au moment de la sortie, là tout récemment, hein, sur l'application mobile du FC Que Choisir. Vous avez ici le lien sur le diaporama, hein, vous pourrez aller cliquer sur le lien et vous verrez le petit spot de 10 secondes. Ils nous ont offert la création du spot, la diffusion dans 300 hyper supermarchés, Carrefour, Intermarché, Cora, Système U, etc. Donc la première a eu lieu en juin, les 2 suivantes au 2e semestre. Voilà, ça a permis là aussi, hein, de faire connaître à la fois le Planet Score, mais également l'application mobile, du FC Que Choisir, puisqu'à la fin, le call to action, c'est d'aller regarder ce qui se passe sur l'appli. Sabine, il nous reste 15 minutes. Donc, Ok, je fais très voudrais vite. vraiment qu'on laisse du temps aux questions. Donc, peut-être accélérer. Je fais au maximum. Donc, le contexte réglementaire, je vais essayer vraiment d'aller vite, mais ça va pas être facile. Une loi résilience climat en 2021 qui a prévu un affichage environnemental pour les produits, notamment alimentaires et textiles en premier lieu, ce sont les 2 premiers secteurs, pour lutter contre le greenwashing. Cette loi de 2021 donne 5 ans pour décider quel secteur, quelle modalité précise. Les acteurs français sont pionniers et on a des discussions avec le cabinet du ministre de la Transition écologique. Et vraiment, la France a la volonté d'être le fer de lance, en fait, hein, en Europe. Donc, on a une grande responsabilité sur ce qu'on fait aujourd'hui en France, la façon dont on le porte collectivement. Sur un socle technique controversé, la CV, je n'y reviens pas. La Commission européenne a également développé pendant 10 ans un outil similaire à ce qu'avait développé la France initialement, donc qui s'appelle le PEF, je vous l'ai évoqué. Et ce PEF a été qualifié, à l'issue déjà des 5 ans de phase pilote en 2018, comme un outil non utilisable en communication B2B ou B2C à cause de l'effet boîte noire. Donc, en tous les cas, la directive européenne dont je vous ai parlé tout à l'heure dit, en fait, au final, il n'y a pas de méthode de référence unique. Il y a des conditions simplement à respecter pour opérer sur le marché communautaire. Et voilà, très clairement, voilà les leçons qui ont été tirées par l'exécutif européen sur l'analyse de cycle de vie, donc le fameux PEF. Cette méthode ne donne pas une image réaliste de la crédibilité environnementale des produits. En prime, elle est coûteuse. Alors ça, j'ai oublié de le mentionner. Mais une analyse de cycle de vie sur un produit, ça coûte c'est même écrit dans les verbatims de la Commission européenne, 4 à 8 000 euros minimum. Ça peut aller jusqu'à 54 000 euros s'il y a vraiment une évaluation complète d'empreinte de l'entreprise. Donc, c'est très, très cher. Et on s'est débrouillé pour avoir quelque chose qui soit beaucoup plus accessible pour notamment les TPE, PME. Là, je vous ai mis également des extraits de presse qui montrent qui aujourd'hui déplore que la Commission européenne n'ait finalement pas choisi la CV comme méthode unique, et notamment l'industrie du lait et le lobby des brasseurs. Donc voilà les conditions à respecter pour être sur le marché, et on est très heureux parce que ça correspond vraiment au plaidoyer qu'on avait fait auprès des instances européennes, et notamment des enjeux de transparence du système, transparence des objectifs du système, donc d'où l'importance du CAP, hein. Le fait qu'il soit élaboré par des experts,
Donc, là, on parle bien pour l'agroalimentaire d'experts en agronomie, et en consultant les parties prenantes qui doivent, elles, en assurer la pertinence sociétale. Le système doit apporter une valeur ajoutée en termes d'ambition environnementale, des organes de décision et une propriété du système qui sont transparents et des conditions de participation proportionnelles à la taille des entreprises pour ne pas exclure les TPE-PME. Dernier point, et ça c'est sur le cadre français, puisque la France a un peu anticipé et devra transposer en droit national la directive Green Claims européenne. L'affichage environnemental ne sera pas obligatoire avant a priori 2026. Donc, ça ne veut pas dire que les entreprises pionnières, vous allez en voir beaucoup, ne sont pas déjà engagées dans la transparence, incluant OnPack ou en digital, mais il n'y a pas d'obligation avant cette période-là parce que la Commission européenne n'aura pas cadré d'autres directives qui vont au-delà de Green Claims avant ce moment-là. Et pas d'obligation OnPack, contrairement à ce qui a pu être dit. Ça, c'est juste, nous, on ne fait pas le push en disant c'est obligatoire réglementairement. On fait le push parce qu'on pense que c'est nécessaire et il faut que les entreprises s'engagent, en fait. Et puis la pluralité, et donc là, ça a été dit dans la conférence de presse, dont je vous enverrai le lien juste après, qui a été rendue publique, vraiment, je crois, dès le surlendemain, où vous verrez les pouvoirs publics s'exprimer en disant qu'en effet, ils travaillent avec le Planet Score pour articuler ce qui serait probablement plus un indicateur de différenciation intersectorielle. Donc, quand j'achète une carotte par rapport à quand j'achète un t-shirt, par rapport à quand je prends l'avion pour partir en vacances. Donc, voilà, ça, c'est plutôt un outil d'évaluation intersectorielle que nous, on ne fait pas. Donc, ça, ce serait plutôt le dispositif d'État et des dispositifs experts intrasectoriels. Et aujourd'hui, sur l'agroalimentaire, il n'y a vraiment que le Planet Score qui fait le job. Voilà, donc je ne vais pas vous embêter avec le calendrier puisqu'il faut accélérer, mais vous l'aurez. Je ne sais pas ce qui se passe là. Il est en train d'aller plus vite que moi. Vous aurez ainsi les trames de calendrier français et européen. Et beaucoup d'entreprises font déjà la transparence. Donc là, je vous mets quelques exemples. Je vais très très vite. Les œufs de Loué sont déjà OnPack en GMS. Idem sur les poulets d'ailleurs. Bjorg a également fait de très jolis exemples. Là, je vous montre ceux qui ont montré leurs produits en conférence de presse. Donc là, c'est pareil, c'est parti OnPack, incluant sur des produits qui pourraient être mieux notés chez des concurrents bio, pour information. On a des croustillants chocolat qui arrivent en mieux que B. Mais voilà, ça, c'est de la preuve qu'on fait quelque chose de transparent, c'est qu'on marque là, même là où on a des démarches de progrès à engager. Donc vraiment une démarche pour l'ensemble de l'agroalimentaire, sur des produits qui sont présents dans un foyer sur 2 en France, pour les produits Bjorg. Bonne Terre a également commencé la diffusion digitale de la totalité de ses notes. Idem sur Danival, plus communication institutionnelle. La marque allemande du groupe, Alos, est également partie OnPack. Donc, même si ce n'est pas connu en France, c'est un très joli signal sur le marché allemand. On commence à avoir pas mal d'entreprises qui bougent. Greenwiz a également adopté le Planet Score. Le montre actuellement sur toute sa MDD et nous a demandé la totalité des marques nationales qui font également la transparence. Monoprix, Franprix sont également partis en transparence sur la totalité de leur MDD, ce qui est vraiment top parce qu'ils ont engagé des démarches très intéressantes sur leur filière, mais pas sur tous les produits. Et donc, vous le voyez, là, on a quand même des produits qui ont clairement des marges d'amélioration, mais ils sont capables d'en parler en adulte aux consommateurs et aux clients. Voilà la question pour le chocolat, des exemples de gradation de chocolat. Donc oui, non, tous les chocolats ne sont pas doomed à être D. On a clairement des chocolats qui peuvent être bien mieux notés en fonction des démarches. Là, vous avez des produits divers, du gratin, de la quiche, des wraps de poulet. Donc là, vous voyez qu'on a également des choses qui peuvent être fortes. Et ça, ce sont des choses qui sont officielles, diffusées par Monoprix. Idem pour ces produits-là. Voilà, donc en fait, ça n'est pas une étape facile, mais pour nous, c'est vraiment important que les entreprises soient capables de communiquer de manière sincère. Et vous le voyez, c'est vraiment pas facile. Et idem sur cette confiture-là, qui est un exemple qu'a beaucoup donné Monoprix en disant avant que le Planet Score nous score, on pensait qu'elle était bien, notre confiture premium. Sauf que la réalité, c'est que la majeure partie de la recette, c'est du sucre de canne du Brésil, sans garantie sur la déforestation notamment. Biocoop communique également fortement, a engagé le scoring de toute sa MDD. Et puis Eroski en Espagne, j'en terminerai par là, qui est un distributeur coopératif
qui là aussi avait des notes assez variées, on va dire, mais qui a d'abord testé l'ACV l'an dernier, ensuite a testé l'EcoScore, puis a testé le Planet Score. Donc là, vous le voyez, ils ont d'abord testé sur les étiquettes prix, fait une étude consommateur l'an dernier au mois de novembre, et ils ont constaté, donc on est vraiment passé en dernier, que leurs consommateurs, leurs clients, à qui ils sont très attentifs en tant que distributeurs coopératifs, leur ont dit c'est ça qu'on veut en fait. Donc là, ils sont en train d'engager une démarche de scoring de la totalité de la marque propre. Et OMI également, oui, que je ne pouvais pas oublier, qui est également une entreprise qui a été créée par des anciens de la grande distribution, avec pour volonté initiale, vraiment leur ADN, c'est la transparence. Et donc, ils viennent de refaire leur homepage là, depuis 2 semaines. Et ils ont mis le Planet Score, vous le voyez, avec des produits qui ont des notes très variables. Mais ils l'ont mis sur la homepage comme critère de choix. Et vous voyez là aussi des biscuits ou des galettes qui ont des notes très différentes et qui sont co-visibles sur le site internet. Et ils font maintenant des explications sur chacun des produits pour dire là, on peut encore s'améliorer sur tel et tel élément de ce produit et on est capable de vous en parler. Ils ont également fait la même chose. Donc, ils sont en train de passer on-pack sur la totalité de leurs produits, à peu près 300. Et en attendant, ils ont également fait cette première étape avec Potager City du groupe Carrefour en mettant le Planet Score sur les étiquettes prix. Et ils se comparent en faisant de la com institutionnelle sur où ils en sont sur certains produits par rapport à des concurrents du marché anonymisés, on va dire. Et ils ont été, pour info, acceptés lors d'un appel à projet de la SNCF pour rentrer dans les wagons-bars de la SNCF. Ça, c'était en fin d'année dernière, où ils ont montré à la SNCF ce qu'ils faisaient avec nous, c'est-à-dire comment ils étaient en train de faire de l'amélioration de leurs produits et puis de la transparence aussi, avec des temporalités d'amélioration. Et la SNCF leur a dit que c'était super ce qu'ils faisaient pour améliorer leur impact environnemental et qu'ils les prenaient dans les wagons-bars à condition qu'ils mettent le Planet Score on-pack. Et donc là, vous voyez le barista qui a une compote de Omi avec le Planet Score, qu'on voit très peu, mais qui est on-pack. Et Carrefour également, là, nous a envoyé la totalité de sa MDD, qu'on va leur restituer d'ailleurs très prochainement, à peu près 5000 références, pour scorer toutes leurs démarches. Maison Le Goff, je vous en ai parlé, voilà, une TPE française qui est capable de dire des choses chouettes sur ses démarches. Idem sur le baby food, IP Party on-pack, donc ça, vous pouvez le retrouver en GMS également. Et puis Ninkasi, que j'ai évoqué tout à l'heure, voilà, chapeau vraiment aux équipes de Ninkasi qui font un super job, et à Christophe. Et là, c'est pareil, si Ninkasi avait écouté les études ACV, je le dis ouvertement, puisque Christophe a témoigné face caméra sur ce sujet, ils ont d'abord fait des études ACV, et les études ACV leur demandaient de sacrifier la viande bovine herbagère locale pour du poulet, et même du poulet industriel polonais. C'était bien meilleur pour l'environnement selon l'ACV. Donc nous, ça ne sort pas du tout comme ça. Le burger de Ninkasi est B, en gardant, donc certes, il faut réduire la consommation, mais en gardant de la viande herbagère locale, en améliorant encore les filières si c'est possible, mais en restant sur le territoire, et en remplaçant une partie de la viande par une galette de haricots rouges, donc de légumineuses locales d'une TPE lyonnaise. Top. Sabine, je voudrais vraiment qu'on donne la parole Est-ce que tu m'autorises à faire quand même les quelques diapos? Mais alors, je vais les survoler sur les consommateurs. Les consommateurs veulent le Planet Score. Je vous donnerai les diapos, comme ça vous ferez votre avis vous-même. Quand on essaye de leur montrer d'autres étiquetages, on a testé un truc intermédiaire en disant est-ce que c'est le détail qu'ils aiment? Est-ce que c'est parce que nous, on donne du détail qu'ils préfèrent ça à l'éco-score? Mais en fait, si on ne leur parle pas de pesticides et mode d'élevage, en fait, ça ne leur plaît pas. Quand on leur demande pourquoi ils préfèrent, ils donnent clairement pesticides et mode d'élevage. Voilà, ça, c'est le type d'études qu'a piloté Hélène et qui ont vraiment permis de comprendre ce qui se passait, pourquoi ça marchait. BVA a fait la même étude au mois de janvier, sans qu'on soit dans le protocole ou sans qu'on soit informé. On nous a simplement demandé des étiquettes et ça a été présenté à l'Assemblée nationale en janvier, vérifier que le Planet Score était vraiment le stimulus qui permettait d'obtenir de la confiance, de faciliter le choix, de comprendre. Carrefour a également fait une étude quand ils avaient l'éco-score sur leur site et où ils se sont là aussi rendus compte, et c'était avant que le Planet Score ne sorte. En spontané, alors qu'il n'y avait que l'éco-score sur le marché, les clients leur ont répondu que si on voulait leur parler d'affichage environnemental pour les produits alimentaires, ils avaient besoin de voir l'usage de pesticides et bien-être animal ou mode d'élevage. Et dernière chose, sur le tiers de confiance, étude BVA présentée à l'Assemblée nationale en janvier, les opérateurs économiques et institutionnels, donc c'était un moment un peu étonnant à l'Assemblée quand BVA a présenté ça, mais c'est la réalité, ne font pas confiance non seulement à la GMS
et aux marques, mais également au pouvoir public pour la partie environnementale. Et ils accordent beaucoup plus de crédit, 84%, à des acteurs perçus comme des acteurs de proximité, comme les associations de consommateurs, les producteurs, les commerçants de proximité. Voilà, et Dossi a fait une étude à peu près similaire qui a été présentée à l'Assemblée nationale en situation réelle avec des prix, des marques, des Nutri-Score sur des produits équivalents et où ils ont vérifié, je vous passe les détails, mais ils ont eu la transparence de montrer ça à l'Assemblée, où on observe un shift assez clair sur les produits quand il y a le Planet Score dessus. Donc ça change réellement les intentions d'achat. Dossi fait partie d'un collectif qui s'appelle En Vérité, d'une 60aine de marques aujourd'hui qui militent pour la transparence et des marques très diverses pour la transparence dans l'agroalimentaire. Voilà, et dernier point, ça a un impact clairement positif sur l'image des marques et des enseignes. Ça, c'est une étude qui avait été pilotée par Hélène. Plus de 80%, les consommateurs veulent qu'on leur parle en adulte, en fait, et veulent la transparence même sur les mauvaises notes, ou disons les notes améliorables, et qu'on leur dise ce qu'on fait de mieux pour améliorer la situation. Voilà. Eh bien, merci Sabine. Eh ben, bravo. Ouais. Et Hélène, là, il y a quelqu'un qui est venu qui s'appelle Brice, mais qui est parti. En tout cas, il trouvait ça passionnant et il attend avec impatience le support. Donc, j'imagine que Sabine, tu nous l'enverras. Enfin, tu me l'enverras et puis je l'enverrai à chacun des présents. Qui a des questions? Il y a de quoi. Alain, Daniel, Michel, Jean-Michel. Ah, on ne t'entend pas, Daniel. Tu as enlevé ton micro. Oui, parce qu'il y a du bruit autour de moi. Oui, moi, je suis convaincu et je souhaite participer. Ça m'intéresse, vraiment, pour voir un peu, me matcher, voir comment on est et comment on peut encore améliorer notre performance en termes d'RSE. C'est vraiment notre axe de développement. Mais on est tout petit, nous. Mais en fait, il n'y a pas de petit ou de gros. Et en fait, la perception qu'on a aujourd'hui avec tout le travail qu'on a fait avec ces 300 marques, c'est que ceux qui vont faire bouger le marché sur l'affichage environnemental, ce sont les TPE-PME. Parce que c'est eux qui ont une traçabilité beaucoup plus forte en général de leurs appros. Et c'est eux qui sont en capacité d'être très agiles, en fait, pour améliorer la situation. Là, on l'a vécu en quelques mois. On a vu des TPE françaises faire des choses absolument incroyables sur leur étiquetage. Ok, et je serai on pack. Parfait. Et c'est ça qui va stimuler en fait les industriels qui ont beaucoup plus d'inertie sur des appros beaucoup plus lourdes. Il y a aussi un enjeu puisque si on veut faire de l'amélioration environnementale, il faut aussi travailler sur des filières massiques. Mais pour ça, il faut être aiguillonné. Et en fait, on pense vraiment que ce sont les TPE, PME qui sont en capacité d'aiguillonner le marché et de se positionner aujourd'hui. Tu nous mets en relation, Marc? Oui, pas de souci. Moi, pas de souci. Petite question, moi, est-ce qu'aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, il y a des initiatives similaires? Comment ça se passe? Alors, il n'y a pas d'initiative similaire, à tel point que on a été invité par le ministère de l'Agriculture canadien à intervenir dans un webinaire public pour eux sur ce que je viens de vous montrer. Ouais. On a été invité à intervenir au Brésil. On a été contacté la semaine dernière par le Japon. On a été contacté une autre fois par le Japon, par l'intermédiaire, et d'ailleurs, grand merci au ministère de la Transition écologique français qui nous met en contact avec l'OCDE, parce qu'on a pris clairement un temps d'avance. Ouais, super. Petite question sur l'impact attendu. Votre impact, il est… vous avez des idées de l'évolution des pratiques des consommateurs d'une part, et puis la stimulation des industriels à changer leur formule pour être mieux cotés, etc. Comment vous avez rêvé à des perspectives bénéfiques de votre appareil? Alors, ça dépend maintenant de la diffusion à la fois par les entreprises on-pack et par l'attraction qui va être opérée par les distributeurs, par exemple, sur leur assortiment. Et également par la pression qui va être mise par les consommateurs alors pour l'instant, il y a l'application mobile du FC Que Choisir. Je ne vous cache pas que ça, c'était un très gros projet qui a duré 1 an. Maintenant, on a été sollicité par beaucoup d'autres applications mobiles. Et donc, l'idée, là, c'est de devenir le plus visible possible pour que également la stimulation, elle vienne directement par des actions, soit d'interpellation des consommateurs, soit potentiellement, on peut imaginer que des jeunes qui sont très sensibles aux thématiques climat ou aux thématiques biodiversité
souhaite que les entreprises évoluent très rapidement sur les produits qui sont notés D ou E, par exemple, sur ces paramètres-là. Et en fait, on l'observe. Alors, côté consommateur, aujourd'hui, c'est essentiellement des études de marché, donc déclaratives. Ça ne veut pas dire que, enfin, bien sûr, on aura un décalage avec la réalité. Mais ce qu'on voit, c'est que quand on soumet aux consommateurs, par exemple, 2 pommes, une qu'il a l'habitude de prendre et une mieux notée, moyennant un prix légèrement supérieur, à 80%, ils nous disent on shift pour la pomme mieux notée pour l'environnement. Donc, on a une réelle mobilisation, même si en pratique, il y a un principe de réalité, il y a de combien le prix serait supérieur, etc. Mais on a une vraie volonté. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des entreprises qui s'engagent, qui disent que dès lors, dès maintenant, ils ne commercialiseront plus de produits avec des Planet Score en dessous à eux de fixer. Mais ça devient clairement un cap et on voit immédiatement des impacts. Et je dirais, ça va même au-delà de l'alimentaire parce qu'en fait, on a des institutions financières qui nous ont contactés pour dire, nous, en fait, dans les démarches de progrès, pour faire des taux à impact, par exemple, il nous faut des critères et on aimerait bien prendre le Planet Score comme un des critères qui peut être proposé pour justement juger les pratiques. Donc, on voit que ça peut vraiment avoir un effet systémique très, très important. Parce que en fait, je pense que aujourd'hui, le monde a une réelle prise de conscience de la nécessité de devoir changer de logiciel. Alors, pas tout le monde, hein, c'est évident, mais la volonté est là. Un autre truc, vous avez parlé de 6% de rétribution du producteur pour un produit qu'on voit sur un présentoir dans un supermarché. Le producteur n'a que 6% du prix. Ça me paraît très, très faible. C'est une moyenne, oui, oui. Non, je vous confirme. C'est triste, hein. C'est vraiment triste. Oui, ce qui veut dire que quand on nous dit, par exemple, qu'on ne peut pas augmenter le prix d'achat du lait, par exemple, ou le prix d'achat du blé, mais il faut être vraiment conscient que dans la baguette qu'on achète, le pourcentage payé pour le blé au producteur n'a aucun impact quasiment. Si je peux partager une seconde, Marc. Oui, bien sûr. Sur le cacao, il y a 10 ans, les planteurs percevaient 15% de la valeur d'une tablette de chocolat. Actuellement, c'est 5,2%. Ah oui, donc c'est toute la démarche que nous, on engage et sur laquelle, parce que tu disais, Sabine, moi, j'engage actuellement, je suis en discussion avec Dominique Enract, le président des boulangers, en lui disant encourage, monter une filière où vous payez convenablement les paysans et vous payez convenablement le blé. Il n'y aura plus besoin de montants compensatoires. Et finalement, l'impact de la farine sur le prix d'une baguette, c'est cacahuète. Cacahuète. Je suis obligé de vous laisser. C'est fascinant, j'adorais. En tout cas, moi, je viens de télécharger l'appli. Là, j'ai mes 2 premiers Planet Score. J'ai un B et un C. Bravo, Marc. Bravo. Il faut aller voir l'étiquette complète derrière. Et derrière, tu verras à la fois les indicateurs qui sont en dessous de la note globale et surtout si l'entreprise a fait la transparence ou pas, du coup. Alors, et Marc, toi, personnellement, ouais, c'est pas transparent, il y a le voile. Il y en a un qui est le voile. Je ne sais pas si vous le voyez. Et ça, c'est la moutarde. Et elle est C, hein, ma moutarde. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ouais. Et puis les haricots, juste pour vous faire le pitch, la moutarde en général, la plupart des graines viennent du Canada qui s'est spécialisé ou Amérique du Nord dans cette production. Ouais. Et le vinaigre, voilà, c'est souvent du vinaigre produit selon des standards un peu étonnants. Voilà. Ah, j'ai une autre question un petit peu ambitieuse. Pourquoi vous n'avez pas cherché à noter la qualité nutritionnelle véritable? Parce que, de mon point de vue, elle est complètement liée à la pratique agricole. Et comme la pratique agricole a un impact énorme, comme vous l'avez expliqué, on avait quelque chose de peut-être plus mobilisateur pour les consommateurs que cet aspect un peu,
climat, environnement. Non, mais en fait, vous avez vraiment des super bonnes questions. On a sorti, je vous enverrai également cette communication-là. On a sorti fin mai ce qu'on appelle l'étiquette Planet Score de durabilité complète. Et en fait, sur cette étiquette-là, il y a l'environnement que vous voyez là, mais il y a Oui. également le social, et le social où nous, on s'attaque vraiment à la question de la rémunération des producteurs. Donc, c'est ça qu'on veut montrer. Ah, génial. Et l'impact nutrition-santé. Et en fait, dans nutrition-santé, là, c'est pareil, hein. On sait que le Nutri-Score, on va dire, je ne vais pas rentrer dans la polémique, des avantages et des inconvénients, mais en tous les cas, nous, on pense qu'il montre une information cruciale aujourd'hui aux consommateurs et qui est très en lien avec les questions de santé publique, qui est plutôt le degré d'ultra-transformation des produits. C'est-à-dire, est-ce que les process de transformation qui ont été utilisés, le cas échéant, sont des process qui sont respectueux de la matière première, ou est-ce qu'on a plein d'additifs de synthèse et des process extrêmement déstructurants pour les matrices alimentaires? Et pour nous, en fait, c'est pas seulement la méthode de production qui est en lien, parce que typiquement, c'est vrai que quand on a des méthodes de production vertueuses, des méthodes de stockage correctes, on va avoir tendance à pouvoir faire de la production de qualité. Je pense au chocolat, par exemple, c'est assez clair, hein. On peut faire des conchages, des fermentations lentes, des choses comme ça. Par contre, on peut très bien avoir des produits bio, par exemple, qui sont ultra transformés et qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Et donc, pour nous, on n'aura pas forcément une symétrie complète entre les modes de production et l'impact santé-nutrition. Et c'est pour quand alors ce nouvel truc complet Donc là, on a 3 entreprises pionnières qui ont souhaité faire le pilote. Ouais. Donc, vous verrez à quoi ressemble l'étiquette. Elle est déjà déposée au niveau européen, etc. Mais 3 entreprises pilotes avec qui on va faire plusieurs centaines de produits là, dans les 6 mois qui viennent et où ça va nous permettre de terminer, de consolider en fait, l'algorithme vérifié sur tout un tas de cas réels, comme ce qu'on a fait il y a 2 ans et demi sur la partie environnementale. Et une fois qu'on aura fait ce travail avec des entreprises pilotes, de le déployer sur le marché l'an prochain. Voilà. Mais en tous les cas, je vous enverrai la com. On a communiqué officiellement sur l'étiquette et donné quelques exemples juste pour illustrer ce que ça pouvait donner sur quelques produits. Alors, moi, je voulais, merci beaucoup, hein, d'abord. Avec plaisir. Dans ce que vous avez présenté, donc pesticides, biodiversité, climat et mode d'élevage, il me manquait effectivement la rémunération des producteurs, des paysans. Vous allez la mettre dans donc cette, comment vous avez appelé ça, là, le truc complet là, la durabilité complète. Pour le paysan, il y a quand même une énorme part de sa rémunération aujourd'hui qui vient de la politique agricole commune, qui vient des subventions. Donc ça, ben, vous n'y avez pas accès, quoi. Donc c'est, vous voyez ce que je veux dire? Tous les paysans français sont dans la dèche, sauf grâce aux subventions. Oui, sauf que ça n'empêche pas de travailler sur les prix. Et en fait, ce que demandent les producteurs aujourd'hui, c'est des prix rémunérateurs, parce que pourquoi les producteurs Oui, sont je suis bien dépendants des d'accord avec subventions? vous, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce système de compensation qui nous dépasse et qui vous dépasse largement, qui est la PAC. Tout à fait. La PAC, c'est 12 milliards d'euros rien qu'en France par an, donc c'est pas, Voilà. on ne peut pas lutter. Et le point n'est pas là, hein. Le point, c'est de dire si le consommateur et les industriels ont un système d'étiquetage et d'éco-conception, puisqu'on parle bien de ça, qui leur permet de valoriser des démarches qui peuvent être potentiellement pas hyper cohérentes avec la PAC. Voilà, la PAC, on est quand même sur, par exemple, des producteurs en élevage qui souvent sont pas rémunérés du tout par la production et rémunérés uniquement, c'est souvent le cas en système ruminant allaitant par exemple, rémunérés uniquement par les subventions de la PAC. Mais c'est ce que je vous dis, oui, absolument. Donc, quand on est dans des systèmes comme ça, soit on a des prix qui sont enfin à la hauteur, avec aussi une question des marges, hein, parce qu'aujourd'hui, une partie des surmarges contribue au fait qu'il y a une dégradation plutôt de la qualité de l'offre proposée en GMS. Donc, il y a aussi un travail à engager de la part de la totalité de la chaîne de valeur, et pas seulement par la PAC. Il faut changer le système. À titre personnel, je suis d'accord avec vous, mais le système, il est comme ça. C'est vraiment. Ensuite, une question donc, sur cette certification. Donc, les référentiels, nous, nos clients nous demandent, je vais parler que du climat, mais je pense que ça va venir après pour le global, donc pour le Planet Score, mais ils nous demandent que par produit, on certifie nos émissions. Donc, ils nous demandent de travailler avec Bicorp, Ecovadis, ISO 26000, en plus, il y en a dans tous les sens.
Donc, vous, déjà, vous certifiez les données que vous donnent vos clients, si je peux les appeler vos clients, mais qui vous certifie, vous? Oui, c'est… Alors là, c'est une très bonne question aussi. On a engagé des démarches pour faire certifier l'algorithme Oui, par un bureau de contrôle, tout simplement. Donc voilà, quelque chose d'assez classique. Et sinon, nous, on travaille sur la base de la documentation qui est fournie par l'entreprise. S'il n'y a pas de contrôle, c'est-à-dire, par exemple, on mobilise à la fois des cahiers des charges SIQO, hein, donc des cahiers des charges signes officiels de qualité du gouvernement français, par exemple. Si vous êtes label rouge, vous avez un socle minimum. Si vous êtes AOP d'Isigny, vous avez aussi un cahier des charges minimum, qui d'ailleurs n'est pas du tout le même que l'AOP Poitou-Charentes. On s'est beaucoup amusé avec les produits laitiers en France, je peux vous le dire. Le reblochon n'est pas la même chose que le brigmo. Et donc, en fait, ces cahiers des charges nous donnent un certain nombre de critères qu'on rentre ensuite dans l'algorithme et qui, eux, n'ont pas besoin d'un surcontrôle de notre part. Quand on a des filières qui sont dans des démarches plutôt d'entreprise ou de coopérative, dans la mesure où il y a un bureau de contrôle qui vérifie les données qui nous sont transmises, donc par exemple Bureau Veritas pour l'IR dans certaines filières, ou Cap2ER qui est également contrôlé par Bureau Veritas, dans ces cas-là, on utilise les données qui nous sont fournies par les entreprises contrôlées par Bureau Veritas. d'accord. Oui, vous ne faites pas un deuxième contrôle et c'est très bien. D'accord. Ah ben non, on ne va pas rajouter du contrôle au contrôle. On utilise. Est-ce que j'ai bien compris que donc, parce que moi je suis convaincu que si ça doit bouger, ça bougera non pas, pardonnez-moi, mais grâce à la société civile, ce serait vraiment sympa pour une fois, mais j'y crois pas, mais par la loi. Donc l'UE est en train de légiférer là sur son pacte vert, je crois, avec un gros truc qui s'appelle de mémoire CSRD, un truc comme ça. Et donc, ils ont dit, si j'ai bien compris, ça m'étonne quand même, pas obligé de faire de Planet Score avant 2026, et puis vous choisirez qui vous voulez comme scoreur. C'est ça? Alors, ce que dit la Commission européenne, en fait, ils vont cadrer quelque chose qui s'appelle SFS. Désolée pour tous ces acronymes. Non, mais Sustainable justement, Food Systems. Sustainable Food Systems. Donc ça, c'est ce qui nous concerne pour l'industrie agroalimentaire, hein. Et dans ce cadrage-là, il y aura notamment le cadrage qui vient d'être fait pour Green Claims, donc les allégations environnementales, mais il y aura également les autres dimensions dont on vient de parler, de durabilité, oui. le social, le mode d'élevage, la nutrition santé. Et donc, tant que ce cadrage-là communautaire n'est pas défini, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'obligation aujourd'hui, parce que obliger quelque chose, ce serait entraver la libre circulation des marchandises dans l'espace européen. C'est aussi bête que ça. Par contre, il n'y aura pas de méthode de référence unique pour la partie environnementale, parce que aujourd'hui, les métriques, c'est écrit par la Commission européenne sur la page 1 de son document de 2018. Le choix des métriques impose des choix scientifiques, mais aussi des choix de valeur, des choix politiques, des choix d'aménagement du territoire. Et en fait, l'Europe ne peut pas aujourd'hui, ni demain, a priori, décider qu'il y a une méthode unique pour faire ça, simplement parce qu'il y a du dissensus sur quelle est la vision de la transition qu'on a. C'est pour ça que nous, on a déclaré quelle était notre boussole dès le départ, en vérifiant qu'elle était tenable au niveau géophysique. Mais ça sera laissé aux États alors? Alors, Ou à les États l'entreprise? devront… Non. En fait, les États devront approuver les systèmes sur le marché. D'accord. Donc, D'accord. ce qui veut dire, et c'est pour ça que nous, on a fait le plaidoyer pour qu'il y ait des conditions à respecter, Ouais, je comprends bien. et qu'on soit nous, évidemment, mais nous, on serait très heureux qu'il y ait, imaginé, des étiquetages encore plus exigeants que le Planet Ouais, bien Score sûr, ouais. Ouais. qui arrivent sur le marché et qui respectent les conditions de transparence, de la gouvernance, des systèmes, des objectifs, etc. Très bien. Et là où vous m'avez fait de la peine quand même, c'est par rapport à la durabilité complète, la future étiquette, là. Parce que le seul truc qu'on tenait, que je trouvais bien, c'était l'éco-score. Donc non, vous allez même le casser. Donc il n'y aura plus rien, quoi. Il faut tout refaire. Quel éco-score? Le Nutri-Score, pardon. Le Nutri-Score. Ah, le Nutri-Score. Alors écoutez, le Nutri-Score, il donne une information un peu macro, mais comme vous le savez, il n'est absolument pas suffisant. Enfin, en tous les cas, nous, c'est ce qu'on entend de chercheurs de la recherche publique en France. Ce n'est pas avec le Nutri-Score aujourd'hui qu'on va vraiment pouvoir aller suffisamment loin pour améliorer les enjeux de santé publique que doit améliorer l'étiquetage nutritionnel, qui sont l'obésité, le surpoids, le diabète, Non, mais je par suis exemple. d'accord, mais c'est le seul truc qui existe, quoi. Oui, je veux dire, qui tient la route et qui est à peu près référencé.
bah, il faut aller un peu plus loin que le Nutri-Score, mais c'est pas grave. Enfin, honnêtement, on est tous en amélioration continue. On Il faut se refait dire tout, alors. que non, on ne refait pas tout, mais on essaye de regarder. Typiquement, dire le comté ou le beurre, c'est très mauvais pour la santé, et des céréales de petit déjeuner dans lesquelles on a rajouté des fibres sont forcément très bonnes pour la santé. Est-ce que ça a réellement du sens? Oui, je comprends. Et après, j'arrête parce que moi, je peux y passer la nuit. Mais quand vous dites, c'est les petites marques qui vont faire bouger le marché parce qu'elles connaissent, elles ont leur traçabilité. Enfin, c'est pas vrai, quoi. La traçabilité, elle est bien meilleure dans les grands groupes. Nous, chez Agrial, par exemple, enfin, notre traçabilité amont, elle est exceptionnelle et c'est notre raison d'être. Alors, Agrial, chiche. Bah oui, chiche. Bah, lancez-moi n'importe quel produit d'Agrial et je vous trouve la traçabilité dans la demi-heure. Mettez-le Oui, sur non, la non, table. mais faisons-le, enfin, c'est-à-dire engageons une démarche d'évaluation, regardons à quoi ça ressemble, etc. Bah, chiche, donc vous avez du temps pour moi dans la semaine? Dans la semaine, non, parce qu'on rencontre la Commission européenne vendredi et qu'on a beaucoup de taf avant ça. Mais la semaine suivante ou celle d'après, on peut commencer à regarder ensemble si vous voulez. Parce que N'hésitez moi, pas je à contacter voudrais Hélène ou moi. alerter Agrial là-dessus, mais de façon, comment dire, circonstanciée. Voilà, il faut me donner un peu de billes. Moi, je veux bien faire jouer le jeu, mais il faut me donner des billes. Oui, oui. Non, non, mais avec grand plaisir. D'accord, super. Donc, Marc, si tu peux nous donner le mail de Sabine dans le compte-rendu, comme ça, j'essaierai de prendre rendez-vous pour la semaine d'après. Sabine et Hélène, hein. Hélène est vraiment aussi Oui, un excusez-moi, c'est acteur parce que je vois que pivot du votre nom à dispositif. l'écran. Je vois que votre Voilà, moi j'ai nom. tendance à être très très bavarde. On m'a dit de faire Hélène voilà. aussi. Non, non, mais sur les aspects scientifiques, c'est vraiment Sabine. Voilà, sur les aspects méthodos, c'est moi. Sur les aspects plus réception conso, évaluer ce que ça peut donner également voilà, avec les Non, mais différents moi, acteurs de la chaîne de valeur. Mais j'ai en vraiment fait, besoin des deux, parce qu'effectivement, moi, j'ai des responsables SR des différentes BU de la branche, en l'occurrence, puis des autres branches, parce que nous, c'est quand même 7 milliards de chiffre d'affaires qui ont le marketing qui les pousse pour faire des trucs comme ça, d'accord? Et puis, j'ai besoin pour les autres, pour les responsables qualité, je vais dire, de choses extrêmement carrées. oui, mais c'est ce sur quoi on travaille avec les opérateurs, à la fois les directions RSE et marketing, parce qu'il y a des enjeux marketing forts, évidemment, même si c'est pas ça le premier objectif. Et puis les équipes qualité et achat, en fait. Voilà, absolument. Filière. Voilà. Et nous, on est quand même on est complètement 100% filière. On est une coopérative agricole avec une organisation de producteurs à nous, 11 000 adhérents. Donc, c'est la filière quand même. Bon, chiche. Chiche, vraiment avec grand plaisir. Bah, bravo, ça fait 41 ans que je suis dans l'agroalimentaire, vous m'avez bouleversifié. Écoutez, tant mieux. En tous les cas, vraiment très heureux de partager ce moment-là avec vous. On garde le verbatim. Hein. J'ai fait 15 ans chez Danone, alors vraiment, la mort. Et je me suis occupé de Danette, j'étais directeur marketing plaisir. Ah, désolé, j'espère que ce n'est pas pour ça que vous dites que vous êtes bouleversifié. Mais ce n'est pas que à cause de, voilà, à cause du focus. Mais enfin, je pense que vous l'avez compris. On est là pour essayer d'améliorer la situation rapidement sur un secteur qui est clé pour la transition écologique. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on met le radar limite planétaire au démarrage. On a une responsabilité énorme. En fait, au début, vous disiez, oh là là, ça va nous plomber le moral. Et en fait, nous, c'est pas comme ça qu'on lit le radar que je vous ai montré au début. On se dit, en fait, l'agroalimentaire, il y a quand même un paquet de gens qui sont agiles, réactifs. Et surtout, si on a une grosse responsabilité dans la catastrophe actuelle, ça veut dire aussi qu'on a des marges de manœuvre immenses si on s'y met. Donc ça, c'est beau. Sabine, tu pourras penser à m'envoyer le document, le support, s'il te plaît, si c'est possible. Mais avec grand plaisir. Super. Donc du coup, je vous ai au final pas montré les annexes. Je ne sais pas si je les mettrai ou pas. Je suis désolée, il faut que je vous quitte, mais merci Hélène. Sabine une fois de plus. L'effet Sabine est garanti à chaque fois, c'est pour ça que j'ai proposé à Marc. Et puis, de toute façon, on reste en contact et Marc n'hésite pas à mettre le mail de Sabine. Je le ferai. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, Hélène, à bientôt. Bravo.
Donc, Merci, voilà, merci. je vous mettrai en tous les cas tous les liens vers la synthèse qu'on a faite de la conférence de presse à l'Assemblée nationale, lors de laquelle étaient présentes les pouvoirs publics et des parlementaires. Et pour info, ce post qui a été fort liké par plein de gens, des parlementaires, les services de l'État, des ONG, des associations de consommateurs, des entreprises. Voilà. Donc là, on est vraiment maintenant dans une dynamique qui est ultra positive et c'est le moment en fait, c'est le moment d'agir, quoi, tout simplement. Maintenant, c'est On bon, est c'est clair, prêt. on est clair. Un grand merci. Bravo. Un grand merci à vous tous et donc, voilà, au plaisir d'échanges futurs si vous le souhaitez. Merci, Oui, Marc. je t'en avais parlé, hein, Sabine, du potentiel de recroiser tous les experts qui sont intervenus, comme toi, donc, au cours des webinaires de la communauté Se Nourrir Demain. Et j'espère qu'on aura l'occasion de vous regrouper tous, enfin de ceux qui peuvent, en tout cas, d'ici peut-être quelques mois, un an, on verra. Voilà. D'accord, ça marche. Bah, écoute, avec plaisir. Merci Bonne soirée à Jean-Michel, tous. Merci. Daniel, Alain, et à bientôt pour une À prochaine. bientôt. Au revoir. Au revoir.